Salut, alors aujourd'hui, l'épisode, le guide ultime des condensateurs. Bon, le guide ultime, ouais, mais il y a tellement à en dire, et il y a tellement de choses à dire là-dessus, il y a tellement de choses, de détails que de toute façon, je sabrerai quand même quelques aspects qui n'ont pas grand intérêt maintenant parce qu'il y a tout un pan sur les anciens condensateurs, sur leur identification, sur la lecture de leurs valeurs. Ça, je vais passer parce que, à part des gens qui restaureraient vraiment des très vieux trucs, euh, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais plutôt parler de... Bon, on va faire un peu de théorie d'abord sur comment fonctionne un condensateur, qu'est-ce qu'il y a comme principe sous-jacent, et aussi, surtout, les différents types, les différentes technologies, et à quoi ils ressemblent avec des exemples pratiques, et j'en ai un paquet en stock, et encore, je ne les ai pas tous. Mais bon, il y a beaucoup à en dire là-dessus, donc on va essayer de la faire compacte. Voilà. Alors, avant de commencer, juste quelques mots, on va dire quelques nouvelles là. Depuis le dernier épisode, j'ai eu pas mal de propositions d'appareils de toutes sortes. Bon, je les ai accumulés. Pour l'instant, j'ai pas trop regardé. Hein. Bon, j'ai pas donné de réponse ou quoi que ce soit là-dessus pour l'instant. Parce que il y en a qui pourraient être intéressants. Après, il faut que je vois qu'est-ce que je peux mettre autour. Parce que je voudrais bien mettre quand même un contexte autour de l'appareil, histoire que l'appareil serve de support à un sujet donné. Il y a par exemple un vectorscope là que j'ai vu passer. Alors c'est un appareil vraiment très spécialisé qui est totalement obsolète maintenant, mais derrière il y a quand même des choses. Bon, faut que je vois par exemple si cet appareil-là conviendrait pour un support sur par exemple la modulation ou des choses comme ça. Alors il y a des anciens appareils audio des années 70. Alors, franchement, moi je demanderais dans ce cas d'appareil, c'est d'avoir une photo d'extérieur et de l'intérieur, voir si c'est vraiment un appareil grand public finalement qui n'a pas grand intérêt en soi. Faut que l'appareil, on puisse décoter au moins le schéma et le manuel de service, parce que sinon je ne pourrais pas en dire grand chose qu'à part montrer 3-4 composants. Voilà, il y a quand même des contraintes avant tout qu'il faut que je vais imposer, parce que sinon je ne pourrais pas en faire grand chose. À part faire du coup de transport et puis montrer, regardez, oh, il y a un condensateur là, il y a une résistance là, puis un transistor là, puis voilà. Bon, j'aurais essayé d'aller un petit peu plus loin que ça, donc ça réclame au moins une possibilité d'avoir un manuel de service ou quelque chose. Alors, ça peut être aussi un appareil qui serait là uniquement pour être mesuré et montrer des caractéristiques particulières. Bon, ça, à la limite, c'est au cas par cas. Mais pour l'instant, ce n'est pas parce que je dis rien que ce n'est pas intéressant. Envoyez-moi des solutions. Après, si vous voulez vraiment vous en débarrasser tout de suite, c'est maintenant ou ça va à la poubelle, dites-le. Dans ce cas-là, j'essaie de regarder quand même. Mais bon, sinon, bon, voilà, il y a... Alors j'ai aussi d'autres des idées de sujets, par exemple sur les lampes à économie d'énergie. Il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus, sur certains des trucs que j'appellerais de la limite escroquerie rhétorique de certains types de lampes, et sur les problèmes sous-jacents teintés de greenwashing, mais qui sont en fait des problèmes de pollution. Les lampes à incandescence ne sont pas aussi pourries que ça. Il y a beaucoup de choses à en dire. Voilà, donc ouais, j'ai eu beaucoup de retours, étonnamment, sur... Enfin, pas étonnamment, mais... Enfin, oui, on va dire comme ça, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, bon, là seulement que je peux rentrer chez moi, parce que j'ai fait faire un escalier, donc je pouvais même plus monter à la maison, je suis à l'étage. Donc là, je vais pouvoir reprendre un peu tout ça, et je vais pouvoir rejoindre, enfin, contacter les protagonistes des autres canaux YouTube pour enfin réussir à... trouver une espèce de rendez-vous, un week-end, je pense que ce sera essentiellement un week-end, où on va pouvoir discuter entre nous et trouver le bon outil. Parce qu'il y a plusieurs outils possibles. Bon, il y a des outils comme les Google Hangout, des choses comme ça, ou des propositions style WebEx. Mais moi, ce que je voudrais trouver, c'est l'outil qui permet de discuter à plusieurs avec en même temps des gens qui peuvent regarder en direct et poser des questions en texte. Alors c'est pas possible tout de suite, on verra plus tard. Après ça va être qu'un épisode filmé entre nous et puis qu'on remet après coup. Mais si on pouvait le faire en temps réel, ça serait encore mieux. Pour l'instant j'ai pas vraiment d'outils en tête. Je pense que d'autres ont de meilleures idées que moi. Donc on va voir. On va mettre en place progressivement ça. J'aimerais bien faire quelque chose avant la fin de l'année là-dessus, histoire de réunir tout ça. Bon, très bien. On va partir sur le sujet des condensateurs, parce que c'est un sujet velu, très touffu, et voilà. Donc, j'ai fait un peu une espèce
de roadmap là, je vais commencer un peu par des phénomènes physiques. Et j'ai quand même débordé un peu sur ce que je vais dire dans un autre épisode qui sera sur les selfs et les bobinages. Parce que vraiment, on a les trois composants passifs de base, c'est-à-dire les composants qui ne produisent pas d'énergie en soi, ou qui ont des caractéristiques statiques, on va dire. Il y a vraiment trois types de composants. Il y a la résistance au milieu qu'on a vu, il y a la capacité condensateur qu'on voit aujourd'hui, et les selfs, voilà plus tard. Alors c'est marrant parce que ces composants-là sont vraiment des composants opposés physiquement. La résistance, elle ne fait rien de particulier, c'est juste un tuyau d'électrons plus ou moins serré qui font passer plus ou moins bien les électrons. Il n'y a pas d'autre effet que faire passer les choses. Les condensateurs, eux, vont faire appel à toute la partie électrostatique. Et les selfs vont faire partie de tout ce qui va faire appel au magnétisme. Ce sont deux phénomènes physiques. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre un petit peu ce que j'avais dit sur les équations de Maxwell à l'époque, où ce sont deux grandeurs intimement liées dans la force électromagnétique, mais qui ont des comportements différents. Et le condensateur et la self sont la représentation du côté électrique, électrostatique, et la self, c'est le côté magnétique. Et donc, on aura leurs caractéristiques qui sont vraiment le pendant de ces deux effets. Le magnétisme a des effets, on va dire, de boucle de champ magnétique et des choses comme ça, des effets de ralentissement de courant lorsque il y a une variation de courant, alors que les condensateurs, eux, vont avoir tendance à faire passer tout de suite du courant jusqu'à ce soit plus possible, faire un champ électrique qui va dans l'espace sans jamais revenir. Enfin, il y a vraiment des choses qu'on retrouve de chaque côté. Et leur comportement est vraiment lié à ces deux aspects physiques séparés, l'un pour le magnétisme et l'autre l'électrostatique. Et la résistance, elle est au milieu, elle est neutre. Elle ne fait pas appel spécialement à ça. C'est juste un tuyau neutre. Voilà. Alors aujourd'hui, condensateur. Et en fait, ce qui est vraiment lié à tout ce qui est l'électrostatique. Alors, je ne vais pas faire un cours d'électrostatique parce que là, on n'est pas sorti. Néanmoins, le condensateur, c'est un composant qui fait appel aux lois physiques de l'électrostatique. C'est-à-dire qu'il va jouer avec des charges électriques, avec des électrons. Son but, c'est d'accumuler des charges et éventuellement de les restaurer. Alors, ça fait appel à plusieurs grandeurs qui sont fondamentales là-dedans. C'est la charge de l'électron, on nomme Q. J'ai une charge, enfin, je parle d'électrons, en fait, c'est plus général que ça peut être des ions et des choses comme ça. Mais les condensateurs, en général, utilisent des électrons comme type de charge. Disons qu'il y a un certain nombre de charges, Q, qui est en coulomb. Donc, un électron, ça fait tant de coulombs. Tant d'électrons, ça fait tant de charge, ça fait tant de coulombs. Voilà, il faut bien voir ça, c'est une quantité. Il y a la notion de tension, qui est la plus difficile en fait, même si on a l'habitude de l'utiliser avec des piles de 4 volts ou je sais pas quoi. La notion de tension ou de potentiel, c'est la notion la plus difficile à comprendre physiquement. Il y a le courant. Le courant n'est qu'un débit d'électrons. Le courant, on peut prendre ça sous la forme de coulombs par seconde. C'est-à-dire dans un câble, il y a tant de coulombs qui circulent par seconde. Voilà, c'est vraiment un débit. Et on appelle ça des ampères. C'est pareil. La tension, alors j'ai essayé d'expliquer la notion de tension. Alors la dernière fois quand j'ai parlé de tension qui essaye de passer d'un côté à l'autre de plus en plus, il y avait cette fameuse métaphore de la cascade. En fait, la métaphore de la cascade, elle vient pas de nulle part, hein. Et même si je la trouve pas très facile à utiliser pour comprendre vraiment le truc, il y a quand même il y a quand même quelque chose de logique à cette métaphore. La cascade, c'est en fait quelque chose qui illustre la notion d'énergie potentielle, mais vers le bas. L'énergie potentielle, c'est l'énergie qu'il a fallu mettre à quelque chose pour le monter quelque part, et en fait, elle va être restituée en énergie cinétique lorsque elle va redescendre. En fait, voilà, c'est l'énergie qu'on a mis pour monter quelque chose en haut, par exemple la météo qu'a fait pour monter l'eau en haut de la montagne, va être restaurée en énergie cinétique lorsque l'eau va redescendre et aller dans la cascade. Alors c'est justement là qu'il y a cette notion, ce parallélisme avec la notion de tension. La notion de tension est liée à la notion d'énergie potentielle. La tension, elle est liée au travail qu'il faut fournir pour amener une charge d'un endroit à un autre. Et c'est lié à la trajectoire que cette charge a fait lorsqu'on l'a amenée d'un point A à un point B. Donc,
Dit comme ça fait un peu abstrait, mais en fait c'est une notion de on prend une charge, on la met d'un endroit à un autre, et pour ça on a fait un travail. On a fait quelque chose pour l'amener. Et cette chose, eh ben, elle est représentée par la tension qui représente vraiment la notion de travail qu'il a fallu pour amener une charge d'un endroit à un autre. Plus la tension est élevée, plus il a fallu en baver pour amener la charge d'un endroit à un autre. Et plus elle aura tendance à revenir. Hein? Donc c'est vraiment, c'est là où est la similitude. Alors, pour simplifier, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, l'appareil typique pour faire ce travail d'amener des charges d'un endroit à un autre, c'est un générateur, une pile, une alimentation quelconque. En fait, c'est quelque chose qui va prendre des charges d'un côté et les ramener de l'autre et les faire circuler dans un circuit. Et c'est vraiment cette notion de travail de charge d'une manière analogue à de la mécanique avec l'énergie potentielle et l'énergie cinétique qui fait qu'on utilise cette espèce de métaphore pour décrire la tension. Mais la tension, c'est vraiment limité à une notion de prendre des charges, les amener d'un côté, et il faut quand même forcer pour les amener, parce que dès qu'on les relâche, elles vont repartir. Hein, et plus on va aller loin, plus la tension va être élevée, et plus elle aura vraiment tendance à repartir vite, et fournir un déplacement rapide, donc des gros courants. La notion de tension est étroitement liée à la notion de courant, par les résistances, par simplement la proportionnalité, mais ces notions-là vont quand même apparaître dans les autres composants sous des aspects différents. Donc cette notion de tension est vraiment, quelque chose qui est, je pense, le plus difficile à expliquer, même si c'est quelque chose qu'on manipule facilement. Simplement, on peut prendre la tension sous la forme de l'énergie ou le travail qu'a fourni on va dire une espèce de pseudo-moteur qu'est le générateur pour prendre une charge et l'amener de l'autre côté. Et après, pouf, elle revient à l'envoyeur. Et pour amener la charge de l'autre côté et faire tourner dans le circuit, il a fallu amener de l'énergie. C'est pour ça que les batteries se déchargent quand on met un courant, parce qu'elle a fourni le travail pour amener l'électron de l'autre côté, et l'électron va circuler dans le circuit et revenir. Et pour ça, il a fallu amener de l'énergie. Et c'est pour ça que les batteries, par exemple, se déchargent. C'est tout, hein. C'est vraiment lié à ça. C'est pour ça que la chute d'eau, la notion de chute d'eau était une métaphore très souvent utilisée, parce qu'il y a quand même un lien dans la physique quelque part. Bon, alors, maintenant que j'ai vu cette notion de potentiel, cette notion de courant, cette notion de charge, maintenant on a tout ce qu'il nous faut pour voir un condensateur. Alors, un condensateur, c'est quoi? C'est vraiment extrêmement simple. Un condensateur, ce sont on va dire, deux surfaces métalliques, conductrices, séparées par un isolant. Voilà, là c'est le condensateur, c'est vraiment, voilà, on ne peut pas faire plus simple. Là j'ai dessiné plan, c'est-à-dire deux surfaces planes, mais ça peut être des surfaces enroulées pour que ça prenne moins de place. Voilà, donc il y a toujours deux conducteurs séparés par un isolant. Donc tout est à peu près condensateur, parce que prendre deux fils, par exemple deux fils secteurs, sont branchés sur 220 volts. Les deux fils sont deux conducteurs séparés par l'isolant. L'isolant, un fil, n'importe quel câble double est un condensateur. Qui se cache, c'est pas forcément voulu, mais c'en est un. Cette notion de condensateur, elle existe partout, parce que la notion d'isolant, elle est aussi universelle. Tout ce qui ne conduit pas le courant est isolant. Donc, deux trucs en l'air, avec de l'air entre les deux, est un condensateur. Donc, la notion de condensateur, elle est présente, mais partout, partout, partout. Et souvent, c'est très faible, donc ça n'intervient pas trop en tant que condensateur dans le montage, mais dès qu'on rentre, soit dans haute fréquence, ou on rentre dans des sensibilités très élevées, ça devient des données parasites. Donc cette notion d'avoir deux conducteurs séparés par un isolant, c'est quelque chose qu'on rencontre partout, même si ce n'est pas voulu. Mais c'est la définition même du condensateur. Donc, maintenant, le condensateur tout seul comme ça, on va se demander bien à quoi ça peut bien servir, hein, à part ça. Mais en fait, le condensateur tout nu, il ne sert pas à grand chose. Le condensateur, évidemment, il faut bien le rattacher à quelque chose. Alors, il faut bien voir que le condensateur, lui, vu qu'il y a un isolant, il n'y a pas de courant qui passe au travers. Jamais. Alors, après, je parle vraiment on va dire, d'une manière classique. Il faut bien voir que si on repart dans les équations de Maxwell, il y a ici ce qu'on appelle un courant de déplacement qui est en fait un courant, mais qui n'est pas un courant de charge. Il existe, heureusement, sinon les antennes ne fonctionneraient pas, mais il n'y a pas de charge. Moi là, je vais me mettre uniquement du côté des charges. Au niveau charge, il n'y a pas de courant qui traverse un condensateur parce qu'il y a un isolant. Voilà. Donc, on se dit, mais à quoi ça peut bien servir de foutre
de trucs où il y a un courant qui ne circule pas. Alors, l'intérêt ici, c'est quoi? On va d'abord travailler en mode dit statique, c'est-à-dire qu'on met une pile au bord d'un condensateur. Qu'est-ce qui va se passer? La pile, elle a à ses bornes une tension, un potentiel. Ça veut dire qu'elle est capable d'amener des charges d'un côté et les ramener de l'autre. Donc, si on met une pile au bord d'un condensateur, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va d'abord aller prendre des charges et les ramener de l'autre côté. Ok? Donc ici, on va aller prendre des charges. Alors attention, courant, attention, je vais raisonner en termes d'électrons. Hein? Il y a des électrons qui vont partir là, vont être attirés par la borne positive, et ils vont être poussés là. Donc, il y a de plus en plus d'électrons ici, c'est-à-dire ici ça charge négativement, et il y a de moins en moins d'électrons ici, donc on a des charges positives, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que les atomes avec leurs neutrons et un manque d'électrons. Donc on se retrouve évidemment avec des charges qui vont être circulées, c'est ce fameux potentiel, le générateur va prendre les charges et les amener de l'autre côté, et donc le temps qu'il fasse ça, si c'est une pile, elle va perdre la capacité. En fait, elle a besoin de travailler pour faire ça. Hein, ça ne se fait pas tout seul. Donc, il faut un générateur pour le faire. Naturellement, comme on disait tout à l'heure, si on met un fil, il ne se passera rien. Parce qu'il n'y a pas de machinerie pour amener les charges de côté. Le fait que le générateur puisse faire ça, la conséquence, c'est qu'à ces bornes, il y ait un potentiel. Donc ici, on va dire, une différence de potentiel. Ici, on va avoir 0. Ici, on va avoir plus V, on va dire. Donc, le condensateur va se charger jusqu'à une certaine valeur. Et ce potentiel, comme il indique un certain travail fourni par le générateur, il va pouvoir le faire jusqu'à un certain nombre de charges. C'est-à-dire qu'à un moment, dès qu'il va être branché, les charges vont circuler et il y a un équilibre qui va se faire. Parce que le potentiel indique aussi, d'une certaine manière, le maximum de charges qui va pouvoir passer d'un côté et de l'autre. Si on veut mettre plus de charges, il faut augmenter le potentiel. Voilà. C'est vraiment lié. Un potentiel donné implique un nombre de charges maximal qui peut passer d'un côté à l'autre. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est dès qu'on va brancher, le courant va circuler très vite. Il va circuler à la vitesse du transit du courant, hein, l'électron, qui est, je sais pas, 200 ou 250 000 km/s. Donc, il va charger extrêmement vite. Pas instantanément, parce qu'il n'y a pas de vitesse instantanée, mais disons que rien d'autre que la vitesse du courant dans les câbles et dans le générateur ne va limiter la vitesse à laquelle le condensateur va se charger. Donc quand on va mettre une tension continue, en fait, il va y avoir instantanément un courant très élevé qui va être lié au nombre de charges qui va circuler. Et une fois que le condensateur est au même potentiel que la pile, plus rien va se passer. Donc en gros, dans le temps, si ici je branche la pile, en fait, je vais avoir un courant, bien sûr qui est nul au début. Dès que je vais brancher, je vais avoir un courant quasiment illimité. S'il n'y avait aucune résistance dans les câbles ni rien, j'aurais un courant illimité parce qu'il n'y a rien qui n'empêche, il n'y a rien d'autre que la résistance du montage qui freine la charge. Donc je vais avoir un courant qui va être, on va dire, instantanément élevé. Hein, si la résistance des câbles et la résistance interne du générateur est très faible, ça va aller très vite. Et dès que c'est chargé, ça va s'arrêter et j'aurai plus de courant. Donc là, c'est au moment où je branche. Toc, j'ai une impulsion. Alors pour ceux qui font des études, qui ont fait des études de l'analyse temporelle des circuits, où il y a des condensateurs, on retrouve souvent cette notion de pic instantané de courant lorsque les condensateurs sont instantanément mis en charge sur un générateur. Parce qu'un condensateur se charge instantanément à la vitesse de passage des électrons. S'il y avait une résistance ici, en fait, le nombre d'électrons qui passent serait limité par la résistance en tant que temps d'électrons par seconde. Donc, mais si on a des conducteurs, on va dire quasi parfaits, un générateur quasi parfait, en fait, le condensateur va charger instantanément et puis plus rien va arriver. Donc, on va se retrouver avec une pile et un condensateur au même potentiel. Et si on coupe là, si on coupe le fil, ben, les charges, de toute façon, elles ont été poussées par le générateur en déséquilibre comme ça, puis après, ben, ça reste comme ça. Et si on ouvre, ben, les charges ne peuvent plus circuler. Et donc le condensateur est chargé, il garde ses charges.
Et donc il suffit de mettre les doigts là-dessus pour se prendre une châtaigne si on le fait sur le secteur par exemple. Et qu'on l'a enlevé au moment où il y avait le maximum de tension sur le secteur. C'est un peu la loterie. Si on veut jouer à la roulette russe avec un condensateur, on prend un condensateur de 400 volts, on le fout dans le secteur et après on se le décharge dessus. Si on l'a enlevé quand la tension est passée à 0, ben, il n'est pas chargé. Et si on l'a enlevé quand on est au maximum, ben, on se prend 300 volts dans la face. On peut jouer à la roulette russe comme ça. Mais néanmoins, le condensateur, quand il a été chargé, ben, il devient générateur. Sauf que ben, il a une capacité entre guillemets relativement faible parce qu'il n'a pu accumuler que des électrons. Un générateur, lui, est basé sur un procédé chimique qui a accumulé un certain nombre de charges très supérieures et qui peuvent être restituées sous la forme d'un potentiel et d'un courant. Mais ça, c'est un générateur, hein, quelque part. C'est un générateur électrostatique. Il accumule des charges et après, on peut mettre une résistance à ses bornes et puis ça va décharger les... Parce que ici, comme on a une tension qui est la même que la pile à ce niveau-là, elle n'attend qu'une chose pour passer de l'autre côté et revenir, il suffit de mettre un montage. Donc, un condensateur peut très bien être un accumulateur et c'est souvent utilisé, par exemple dans des cartes mères pour garder l'heure, il y a des gros condensateurs, enfin des condensateurs de très grosse capacité qui peuvent fournir un tout petit courant en permanence et ils sont chargés quand la carte mère est alimentée. Mais quand on l'éteint, ils vont conserver l'heure, on envoie un petit courant. Ça devient un accumulateur. Et même si on prend un condensateur qui est chargé de manière plus élevée qu'un générateur sur lequel on va mettre, en fait, il va débiter du courant dans le générateur. Le générateur va devenir un receveur. Éventuellement, si c'est une pile rechargeable, il va essayer de la recharger. Mais bon, c'est pas super conseillé de faire ça. Hein. Enfin bref. Donc voilà. En gros, voilà le fonctionnement d'un condensateur. C'est pas compliqué en soi, mais bon, à part être un jouet, comme à l'époque, on le faisait en chargeant ce qu'on appelait des bouteilles de Leyde. Ce sont des condensateurs avec des diélectriques et des trucs en verre qui servent d'isolant et des plaques conductrices. En fait, ça servait surtout à amuser la galerie en se prenant des châtaignes. Bon, on est maso comme on peut, mais à l'époque, la bouteille de Leyde était un condensateur. Simplement, le truc très marrant, c'est que si on prend un condensateur comme ça, on le charge et qu'après on fait un condensateur démontable, c'est-à-dire qu'on peut enlever les armatures. Mais si on enlève les armatures, donc on a le bout d'isolant dans un coin, les deux armatures extérieures, on remet les armatures et on se prend la châtaigne. C'est ça qui est étrange. Parce que en fait, les charges ne sont absolument pas gardées sur les plaques conductrices. Un conducteur ne garde pas de charge. Ça peut se déplacer librement. Par contre, le diélectrique, c'est lui qui va garder les charges. C'est pour ça que le diélectrique est c'est un paramètre fondamental dans le condensateur et sur son comportement et sa valeur. Alors justement, la valeur d'un condensateur, c'est quoi? La valeur d'un condensateur, en fait, essentiellement, il y a deux choses. La première chose, c'est combien de charge il peut accumuler. Si par exemple je mets une pile de 4,5 V, selon les condensateurs, il ne va pas accumuler le même nombre de charges. Plus il va pouvoir accumuler le nombre de charges, plus ce qu'on appelle sa capacité est importante. La capacité d'un condensateur, c'est le nombre de charges qu'il peut accumuler sous une tension donnée. Alors c'est vraiment simple comme système. Alors la définition c'est quoi? C'est que le nombre de charges accumulées de l'autre côté, qui sont passées de l'autre côté, c'est sa capacité fois la tension qu'on y a mis. En gros, la capacité, c'est le nombre de charges par volt. Ok? Ou en gros, c'est des coulombs par volt. Ou dit autrement, c'est ce qu'on appelle des farads. Le farad, c'est le coulomb par volt, comme le courant, c'est le coulomb par seconde, et c'est égal à un ampère. Alors, il y a plusieurs noms pour la même chose. On aurait très bien pu dire les capacités, c'est les coulombs par volt, il n'y a pas de problème. Mais bon, alors, ce sont des farads. Alors ça, c'est une unité assez bizarre, parce que la charge ici, c'est quelque chose de très faible. C'est une valeur très très faible. Et en fait, le problème, c'est que le farad, c'est une unité gigantesque. C'est-à-dire que la charge d'un électron, c'est tellement faible qu'il en faut énormément pour avoir un coulomb. Donc en gros, un condensateur d'un farad, c'est un condensateur qui est capable, sous 1 volt, d'accumuler 1 coulomb, c'est-à-dire 10 puissance 19 à peu près charge. C'est énorme. C'est pour ça que les condensateurs de plusieurs farads, ce sont des condensateurs des valeurs énormes. On manipule très rarement des valeurs comme ça. On se sert de ces valeurs-là uniquement pour du stockage ou des trucs qui sont arrivés assez récemment. C'est ce qu'on appelle les super condensateurs.
Ce sont des condensateurs qui dépassent le farad allègrement, ça fait des milliers de farad, mais ce sont des technologies spéciales et ils ne servent pas vraiment de condensateurs au sens habituel. Ce sont plus des accumulateurs rapides que des condensateurs en tant que composants tels qu'on va. Donc, la capacité d'un condensateur, c'est le nombre de charges qu'il peut accumuler pour une tension donnée. Et il y a plusieurs facteurs qui définissent la capacité, on va le voir. Le deuxième paramètre qu'un condensateur, qui définit un condensateur, c'est plus sa fabrication, c'est jusqu'à combien de volts il est capable d'accepter avant que finalement le diélectrique qui est au milieu se mette à arquer et donc et le condensateur se mette à conduire. Donc il devient totalement inutile. C'est plus une limitation en soi, c'est pas un problème théorique. On suppose en théorie qu'il n'y a pas de limite à la tension qu'on peut y mettre. Mais en pratique, évidemment, il y a des craquages, il y a des fuites de courant qui peuvent se faire dans le diélectrique et le condensateur ne marche plus. Donc, c'est vraiment deux paramètres qu'on retrouve en permanence dans un condensateur. C'est la valeur, évidemment, et la tension d'utilisation maximale, avant qu'il se mette à ne plus se comporter comme un condensateur. Donc, ça, voilà, on a déjà fait le tour quasiment du condensateur en tant que composant. Maintenant, il y a plusieurs choses qui sont quand même assez importantes. On se dit, mais pourquoi les charges, elles tiennent entre elles? C'est parce que, comme il y a une différence de charge de chaque côté, il se crée un champ électrique entre les deux plaques. Et le champ électrique, en fait, crée une force. Hein, la force, c'est F égale QE. Enfin bon, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en fait, les deux charges, les charges d'un côté sont tenues par le manque de charge de l'autre par une force, vraiment une force, on va dire une force mécanique qui les tient, qui les fait tenir. Donc, la tension, le champ électrique, le nombre de charges, tout ça sont des grandeurs qui sont liées entre elles. Il ne faut pas l'oublier. Donc, en fait, les charges, elles créent un champ et le champ permet des charges de coller entre elles. Donc, on se rend bien compte que l'écartement entre les deux plaques, plus on va les réduire, plus le champ va être intense. Hein, simplement parce que mécaniquement on va être encore de plus en plus près. Et donc les charges vont avoir d'influence de plus en plus forte d'un côté par rapport à l'autre. Donc on va se retrouver avec, ici, de plus en plus de charges qui vont s'accumuler. C'est-à-dire que si je mets la même pile et que je réduis l'écartement des plaques, vu que le champ va être de plus en plus intense, on va pouvoir mettre de plus en plus de charge. C'est-à-dire que si on diminue l'écartement entre les deux plaques, on augmente la capacité du condensateur. Voilà. Parce qu'on va permettre une force plus forte entre les charges pour qu'elles tiennent, qu'elles collent. Enfin, les charges supplémentaires d'un côté vont rester collées sur la plaque, attirées par le manque de charge de l'autre. Il ne faut pas oublier que deux endroits chargés différemment ont tendance à s'équilibrer, à faire aller les charges d'un côté et de l'autre pour équilibrer le tout. Ici, l'isolant l'empêche. Donc plus on réduit l'écartement, plus la capacité du condensateur augmente. Plus on augmente la surface, évidemment, plus on va pouvoir mettre de charge pour la même tension. Donc là, on augmente aussi la capacité. Donc mécaniquement, la valeur du condensateur est liée à la surface des armatures, qu'elles soient enroulées ou à plat, qu'importe, et à l'écartement entre les plaques. Le problème de l'écartement, c'est plus il est réduit, moins on va pouvoir mettre de tension à ces bornes parce que le claquage va être beaucoup plus facile. Donc ça on va dire un compromis, c'est-à-dire que plus on va avoir un condensateur qui supporte une grosse tension, plus il va être gros, parce que l'isolant entre les deux va être plus épais, mais par contre pour compenser la baisse de capacité due à l'épaisseur plus grande, on va être obligé d'augmenter sa surface, et donc faire un condensateur plus grand. C'est pour ça que les condensateurs de forte tension sont beaucoup plus gros par rapport à leur valeur, et les condensateurs de plus grande valeur sont plus gros par rapport à leur valeur. Voilà, donc c'est vraiment purement mécanique. Alors il existe évidemment l'isolant au milieu, lui il n'est pas neutre, hein, il a un rôle bien entendu extrêmement important. Alors, on va pouvoir, j'ai listé ici des matériaux qui sont là, mais il faut bien comprendre que le diélectrique va vraiment conditionner la valeur du condensateur aussi. Parce que selon le matériau qu'on va mettre là, la capacité va changer. Et c'est cette notion de capacité qui change par rapport à un diélectrique est liée à une constante physique de ce diélectrique, hein, qui est ce qu'on appelle, on va dire, appeler ça la permittivité. Alors, relative. Alors, la référence c'est le vide. Le diélectrique de référence c'est on fait ça dans le vide, il n'y a absolument rien au milieu. Alors ce vide, il a ici une constante universelle
aussi universelle que la vitesse de la lumière, etc., qui est la permittivité du vide. C'est cette constante, donc c'est la caractéristique de l'univers du vide, on va dire, qui fait que sur une largeur donnée, on aura tant de charges. C'est vraiment, on va dire, c'est une des caractéristiques du vide, c'est que, bon, voilà, pour un constateur donné, on aura telle capacité pour une géométrie donnée. Mais si on met autre chose que du vide, en fait, on va changer cette valeur-là. On va la changer pourquoi? Parce qu'on va mettre au milieu, on va mettre un corps, souvent des molécules, plutôt des molécules que des atomes. Et ces molécules, elles vont, en gros, elles vont s'orienter et vont créer elles-mêmes un champ électrique parce qu'elles ont bougé. Et ce champ électrique va un peu perturber le champ électrique naturel dû aux différences de charge. Et en fait, on va pouvoir mettre plus de charge parce que ce champ électrique-là va être plus ou moins, on va dire, annihilé par le champ électrique généré par des molécules qui ont bougé. Et vu qu'elles ont bougé, elles vont créer des asymétries moléculaires qui vont créer un champ qui va être dirigé dans l'autre sens. Donc en fait, le diélectrique là-dedans va baisser le champ E. Et donc on est obligé de mettre plus de charge pour retrouver le champ E qui est lié à la différence de potentiel qu'on a mis. Donc, certains diélectriques, donc isolants, ont plus ou moins, selon leur géométrie moléculaire, selon la forme des molécules et leur comportement sous un champ électrique, vont créer plus ou moins fortement un champ qui va contrer celui-là. Et selon le diélectrique, ça peut être très élevé. On peut multiplier le nombre de charges qu'on peut mettre ici par des valeurs qui peuvent être de plusieurs milliers. Hein, et en fait, c'est ce comportement de molécules qui vont fortement interférer avec le champ E naturel qui existe dans le vide. On va la retrouver souvent chez les condensateurs céramiques. On peut atteindre des valeurs qui remplacent en fait epsilon 0 par epsilon 0 epsilon R, qui est une constante liée au diélectrique. C'est ce qu'on appelle une permittivité relative. On la met par le produit de l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, la capacité, ça correspond à une capacité de 1, on va dire, par rapport à ça, et ça va correspondre à une capacité de epsilon R fois la capacité que le condensateur aurait si l'isolant était remplacé par du vide. Et c'est vraiment ici, simplement parce que là, si on a un isolant, en fait, les molécules, alors qui peuvent être extrêmement compliquées, sous le champ E vont bouger, vont se déformer, et vont créer elles-mêmes un champ électrique qui va s'opposer à ça. Et ça va baisser la contribution, les deux superposés, va baisser la contribution du champ résultant. Et en fait, la différence de potentiel ici va refoutre des charges pour revenir à la valeur d'origine. Donc on a explosé le nombre de charges qu'on peut faire. Alors, une des choses assez extraordinaires de ça, c'est si on fait un condensateur démontable. Si on fait un condensateur démontable, on l'enlève et on enlève le diélectrique et on le remplace par du vide, la tension aux bornes du condensateur va exploser. Si le diélectrique a un fort ER, on peut multiplier la tension aux bornes du condensateur en enlevant le diélectrique dedans. Parce qu'en fait, on va remplacer un diélectrique par du vide et vu le nombre de charges qui ont été ici accumulées, elles vont rester, mais en fait, la tension aux bornes ici va exploser et c'est en fait le travail que les charges vont fournir quand elles vont revenir de l'autre côté. Donc c'est vraiment une expérience particulière et on pourrait très bien imaginer un appareil qui est un multiplicateur de tension mécanique qui utiliserait un condensateur qui mettrait un diélectrique qui le charge et qui l'enlèverait et qui déchargerait le condensateur sur un autre circuit. On peut imaginer un multiplicateur de tension mécanique en mettant un diélectrique dans un condensateur. Personne ne le fait parce que c'est pas très efficace. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc, ça, c'est vraiment étrange, mais c'est comme ça. Donc, bon, j'ai pas allé plus loin sur vraiment l'aspect physique du truc, mais il faut bien voir qu'un condensateur, ça c'est une chose très importante pour le comprendre, c'est qu'un condensateur ne limite pas le courant qui va se mettre dessus pour un potentiel donné. Il va mettre quasiment un temps, on va dire, instantané à charger si on met une tension dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la tension à ces bornes va suivre la tension que le générateur va lui imposer. Si le générateur, c'est une tension alternative, la tension borne du condensateur va suivre sans problème la tension qui est aux bornes du générateur. Donc les charges vont passer d'un côté et de l'autre sans aucune limite de vitesse. Et donc voilà, en fait, c'est la vitesse du générateur qui va définir le débit de charge.
et non pas le condensateur. Le condensateur, lui, il va en rien limiter la vitesse auquel les charges vont se balader d'une armature à l'autre. Et c'est, alors je vais revenir là-dessus un peu, c'est à cause de ça que la résistance, entre guillemets, c'est-à-dire le courant par rapport à la tension d'un condensateur, varie dans l'inverse de la fréquence. C'est à cause de ça. Je vais expliquer pourquoi. En fait, ça revient à cette fameuse formule que l'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur... Alors, je l'écris en complexe, mais il ne faut pas s'occuper du complexe. Ça veut dire qu'en fait, la résistance, et c'est vraiment la résistance au sens comme la résistance qu'on a vue dans l'épisode précédent, c'est-à-dire le courant qui circule dedans, est inversement proportionnel à la fréquence du signal qui est au bord du condensateur. On va voir pourquoi c'est comme ça, sans aucune démonstration. C'est lié au fait qu'un condensateur, il accepte et rejette des charges sans temps. Il les prend, il les rejette sans freiner quoi que ce soit. On va voir pourquoi on a ça. Alors, et je finirai là-dessus sur toute la partie théorique, après on va vraiment passer plus à la pratique, c'est-à-dire acheter des condensateurs dans un magasin. Néanmoins, comment on montre que, je vais l'écrire autrement, que on va dire la résistance, alors je mets ça entre guillemets parce que c'est vraiment... la résistance, elle est proportionnelle à l'inverse de la fréquence d'une tension qui est mise au bord d'un condensateur. Alors là, un condensateur, on commence à voir qu'un condensateur sur un courant continu n'a pas grand intérêt. À part se charger et donner des châtaignes ou servir d'accumulateur, ça ne sert pas à grand chose. Donc, l'utilité du condensateur, on va surtout le voir quand on va lui mettre un courant, enfin une tension variable à ses bornes. Donc on va imaginer qu'on prend un générateur alternatif et un condensateur à ses bornes. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on met un générateur BF sur un condensateur. Alors, pour imaginer un peu ce qui se passe, on va regarder un peu le comportement. Là, j'ai la tension qui est aux bornes du générateur sur un temps donné. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe, il faut bien voir que le courant est lié à la différence de potentiel qu'il y a aux bornes du condensateur. C'est-à-dire que plus on aura une tension large, plus le courant sera élevé. Quand on est comme ça, le plus simple pour comprendre, c'est par exemple découper ce signal en petits bouts. Et vous regardez un peu ce qui se passe dans le cas d'un courant sinus comme ça. En fait, ici, la variation pour un temps donné, la variation de tension sera la plus élevée lorsqu'on passe à 0. C'est-à-dire qu'en fait, la pente du signal est la plus élevée. C'est-à-dire que ici, si je découpe ça en tranches de temps, au début, quand on passe de 0 à la première valeur, pour un temps donné, on a une tension qui est la plus élevée. Et ça va se passer au fur et à mesure jusqu'au bout où on va arriver à une tension qui ne va plus varier. Et après, elle va réaccélérer, mais dans l'autre sens. Elle va passer par un maximum ici. Et après, décélérer et remonter. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au début, on a la plus grande variation de tension. Le potentiel va varier plus vite. Et donc, on va avoir le courant le plus élevé. Et au fur et à mesure, pour un temps donné, la variation de tension va devenir de plus en plus petite pour une même tranche de temps. Donc le courant, lui, va diminuer jusqu'à arriver à s'arrêter quand la tension ne bouge plus. Parce qu'en haut ici, la tension, d'une manière, on va dire, quasi, pendant un petit bout de temps, elle bouge quasiment plus. Donc il n'y a plus de courant qui va circuler. Ok? Donc après, on est au maximum. Après, la variation de tension par tranche de temps va s'accélérer pour obtenir un maximum ici. Mais ici, le condensateur est chargé au maximum du générateur. Le générateur, lui, redescendant, c'est le condensateur qui va fournir un courant. Il va fournir un courant parce qu'il est plus chargé que le générateur. Et il va se décharger dans le générateur. Donc on se retrouve avec un courant négatif qui va aller jusqu'au minimum ici, lorsque on se retrouve à 0. Il y aura la plus grande variation de courant, il y aura le plus grand courant, mais dans l'autre sens, quand lui, il passe à 0. Parce que, encore une fois, pour un temps donné, on a la plus grande variation de tension. Il faut bien voir que le courant est tout de suite lié à la tension dans le cas d'un condensateur. Plus le courant varie vite, plus la tension au bord d'un condensateur varie vite, plus il y aura un courant important. Et rien ne le limite. Si la variation de courant était quasi infinie, si la variation de tension était quasi infinie, on aurait un courant infini dans le condensateur, entre guillemets. Hein. Donc ici, comme la variation de tension est la plus grande, on a le courant maximal, etc. Et ici, au minimum, ici, on a une variation de tension qui est quasiment nulle, donc on a un courant qui passe par 0.
etc. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. C'est vraiment parce qu'on rejoint en fait le fait que courant et tension ne se suivent pas, contrairement à une résistance où ils sont pareils. Ici, on a un décalage dans le temps. C'est-à-dire quand la tension est maximale, le courant est nul. Ou minimal, le courant est nul dans l'autre sens. Donc on a un déphasage ici de 90 degrés, ce qu'on retrouve évidemment. Voilà. Alors en quoi globalement le courant dans un condensateur, si on prend ici la valeur on va dire, efficace, donc qui est liée à tout ce qui a transité pendant une période, en fait c'est le même nombre de charges qui circulent. Si on garde une période ici, quel que soit le temps t, il y a eu le même nombre de charges qui a circulé d'un sens, qui a été dans un sens, qui a été dans l'autre. C'est le même nombre de charges qui a circulé. Ce nombre de charges est lié à la capacité, au nombre de charges que le condensateur va accepter pour une tension donnée. Hein? C'est toujours pareil, Q égale CD. Ici, V va varier, donc le nombre de charges va monter et descendre en fonction de sa capacité. Donc, sur une période, c'est le même nombre de charges à chaque fois qui circulent dans un sens et dans l'autre. Après, le courant, c'est quoi? C'est le nombre de charges par unité de temps. Donc, si ça a duré une seconde, il y aura tant de charges qui auraient circulé en une seconde. Un signal d'un hertz, il y aurait ces charges-là sur une seconde. Si j'avais un truc d'un dixième de seconde, j'aurais par seconde 10 fois ce nombre de charges qui auraient circulé. C'est-à-dire que j'aurais un courant moyen, enfin dire efficace, qui est 10 fois plus important. Parce que j'ai déplacé ce nombre de charges-là par période plus souvent. Voilà. Donc on commence à voir que plus la période est petite, plus j'aurais fait de déplacement de charge par seconde. Et ce nombre de déplacements de charge par seconde, c'est par définition le courant. Donc le courant est inversement proportionnel avec la fréquence. Voilà d'où ça vient. Simplement, le condensateur ne limite en rien le fait que les charges arrivent dans l'autre. C'est la tension qui fixe ça. Donc, que je fasse quelque chose en une durée, une seconde, ou en 10 minutes, ou en une microseconde, j'aurais déplacé le même nombre de charges, sauf que je l'aurais fait dans des temps différents. Et donc, comme la tension, le courant, c'est le nombre de charges par unité de temps, j'aurai un courant qui sera plus ou moins important parce que j'aurais fait la même opération plus ou moins souvent durant le temps donné. Donc voilà pourquoi un condensateur a un courant qui est inversement proportionnel avec la fréquence. Donc en fait, c'est la résistance, on va dire. Si on fait l'analogie avec une résistance, on se retrouvera avec une valeur de résistance, entre guillemets, on appelle ça plutôt une impédance. Une impédance qui varie inversement proportionnelle au temps. Mais il faut bien voir qu'ici, il n'y a aucun électron qui a circulé entre les deux. C'est simplement le générateur qui a émis des électrons, puis qui les a repris, qui les a ramenés, qui les a repris, qui les a ramenés. Bien entendu, ici, ça crée un champ, hein, mais les électrons se circulent dans le câble, c'est parce que c'est le générateur qui les prend, et puis qui les repart, et qui les reprend, etc. C'est lui qui fait tout le boulot. Hein. Après, c'est le champ électrique qui vient aider à ce que ça tienne ou ça ne tienne pas. Mais voilà, c'est vraiment... voilà, on a retrouvé ici, simplement par des pure analyse, on va dire, du comportement d'une tension qui met un nombre de charges, etc. Dans le temps, on retrouve le fait qu'un condensateur a un maximum de courant lors du passage H0 d'une sinus, qu'il est décalé de pi sur 2 ici entre tension et courant, et que sa résistance, enfin son impédance, est inversement proportionnelle à la fréquence. Simplement, c'est tout bête, c'est tout bête. Et là, voilà, j'ai fait zéro formule, hein, j'ai juste décrit un fonctionnement de trucs qui circulent. Bon, ben, une fois qu'on a compris ça, on a compris tout sur les condensateurs, disons au sens pratique. Après, les condensateurs ne sont pas parfaits. Hein. Le diélectrique n'est pas parfait. Et bon, je vais dire un petit mot là-dessus parce qu'on en entend souvent parler. Et ça, c'est un effet qu'on peut retrouver sur les condensateurs et ça peut poser un souci. C'est que si on prend un condensateur, je vais prendre un gros condensateur chimique, genre une grosse bonbonne comme ça à vis là. Je le charge avec un générateur. Ensuite, je vire le générateur, je le court-circuite, c'est-à-dire je le décharge instantanément. Si j'ouvre, en fait, il va réapparaître une tension à ces bornes, alors qu'il ne devrait pas. Toutes les charges auraient dû faire. Et en fait, c'est simplement parce que les diélectriques ne sont pas parfaits. Les diélectriques ont des effets qui sont des effets de mémoire, par exemple. Ils sont capables de ne pas changer d'état, parce que c'est quand même des changements d'état pour un diélectrique,
lorsqu'on court-circuite un truc, ce qu'il ne faut jamais faire dans un condensateur, surtout les gros condensateurs électrochimiques, ils détestent ça. Décharger instantanément, en fait, le diélectrique dedans va pas se remettre dans son état neutre instantanément. Il va y avoir des contraintes dedans, il y aura des effets particuliers dus au diélectrique, et le fait que lorsqu'on rouvre, en fait, il y a une tension qui va revenir. Alors, c'est particulièrement fort ce condensateur chimique, parce que c'est vraiment le diélectrique le moins idéal qu'on puisse imaginer, mais ça existe aussi sur les condensateurs qui utilisent du plastique ou des choses comme ça, et ça peut devenir un vrai problème dans des montages très spécifiques. Donc il y a des diélectriques qui sont dédiés à ça, qui sont beaucoup plus chers, qui demandent des condensateurs beaucoup plus gros par rapport à la valeur, mais qui sont nécessaires dans ce cas de figure. Donc le diélectrique est imparfait, les armatures, donc la partie métallisée ou métallique entre diélectrique n'est pas parfaite non plus, il peut y avoir une résistance, c'est un conducteur, donc il n'est pas exclu de résistance. Le condensateur étant bobiné, il peut y avoir aussi une self parasite. Alors la self, on verra plus tard, mais la self, c'est le pendant du condensateur. Sauf que le condensateur, il accepte des courants tout de suite, la self, elle a tendance à le ralentir. C'est tout, c'est l'opposé, mais on verra. Néanmoins, les condensateurs, le problème, c'est qu'ils ne sont pas parfaits. Et donc, ce qui fait que chaque technologie de condensateur a une application privilégiée. Okay, que ce soit parce que certaines technologies permettent de faire des grosses valeurs, d'autres technologies permettent d'aller haut en tension, d'autres technologies permettent d'avoir des caractéristiques plus idéales, d'autres technologies sont insensibles aux vibrations, ou d'autres technologies sont beaucoup plus compactes. Enfin, il y a plein de... Il n'y a pas de technologie idéale. Bien qu'il y ait des énormes progrès qui ont été faits depuis là-dessus, mais néanmoins, il y a quand même... la notion de technologie devient très importante, et c'est là qu'on rentre dans... Je veux un condensateur, dans le magasin, c'est quoi que je prends, c'est quoi que j'ai, c'est comment ça marche, et qu'est-ce que je choisis en fonction de l'application, et puis comment tout ça. Et c'est là qu'on arrive à chapitre sur les technos. Donc on quitte la partie, on va dire, théorique, c'est un peu du baratin, mais c'est quand même important de comprendre un peu ce comportement. C'est juste de l'électrostatique, faut le voir. Mais on va rentrer plus dans l'aspect pratique des choses, c'est, voilà, je veux un condensateur, je vais sur Radiosphère, ZJK, Mauser, je cherche condensateur et je vois 500 000 références. Et là, je pleure ma mère. Donc, qu'est-ce qui existe comme condensateur et qu'est-ce que je veux choisir? Alors là, j'ai listé juste quelques technologies les plus courantes de condensateurs. Alors, je ne vais pas les faire dans l'ordre, je vais faire plus par, on va dire, ordre chronologique. Les premiers condensateurs étaient faits en vide. Dans le vide, tout simplement, deux plaques, un peu de vide. Alors maintenant, on les voit pour les trucs très très haute tension, que c'est très faible valeur, mais très haute tension, et pour plus des effets, on va dire, pédagogiques. Mais bon, à part ça, c'est très peu usité. Après, dans le temps, sont arrivés le verre, donc, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui a une constante diélectrique qui est proche du vide, donc un petit peu au-dessus, donc on fait un peu plus petit. C'est plus robuste, on peut faire de haute tension avec, mais c'est pareil, pour la valeur, c'est énorme. Après, on est arrivé dans du papier huilé, des choses comme ça, qui sont des isolants qui peuvent plus facilement s'enrouler, parce qu'il y a un truc en verre, c'est difficile à rouler pour prendre moins de place, c'est toujours en général un cylindre ou quelque chose comme ça, mais le problème c'est qu'après, il faudrait réussir à bobiner tout ça pour que ça prenne moins de place. Il faut bien voir, le farad, c'est une unité gigantesque, et donc évidemment, si... On ne veut pas non plus avoir les condensateurs gros comme ça parce qu'on a besoin d'un microfarad en condensateur en verre. Enfin, comme ça, je ne suis même pas sûr que ça fasse un microfarad. Mais... Donc on a fallu trouver des moyens de pouvoir enrouler, plier tout ça pour que ça prenne le moins de place aussi. Donc sont arrivés le papier huilé, qui évite le papier de sécher, ce qui permet d'éviter qu'il casse. Après, il y a eu d'autres trucs, genre le mica, qui est en fait un minéral feuilleté sur lequel on peut faire de l'isolant. Alors, ça, c'est une techno intéressante. C'est toujours usité, le mica est très usité parce que c'est extrêmement robuste. Ça a quelques problèmes de fiabilité dans le temps, mais c'est extrêmement robuste aux impulsions et c'est encore utilisé dans les gros condensateurs de transmission avec des hautes tensions et des gros courants impulsionnels. Les plus courants maintenant, ce qu'on retrouve maintenant en général, ce sont les films plastiques. Alors, il en existe plein de sortes. Les électrolytiques, alors dans les électrolytiques, il y a les électrolytiques aluminium, ce qu'on dit les condensateurs chimiques, les tantales, les supercapas, les trucs en niobium et les polymères.
Les polymères qui sont des variantes des électrolytiques. Alors aluminium, ça s'appelle du polymère aluminium. Polymère veut surtout dire au niveau ici du diélectrique, alors qu'ici c'est surtout aluminium, c'est plutôt au niveau des armatures. Alors les armatures, c'est la partie conductrice du condensateur. Et très utilisé maintenant, ce sont les céramiques qui ont fait des progrès énormes. C'est pareil, c'est la jungle. Des condensateurs silicium, très cher, très compact, extrêmement performant, mais très petite valeur. Et étonnamment des diodes. Alors les diodes, ça, je vais commencer par les diodes parce que c'est particulier, après je vais les reprendre pour expliciter chaque catégorie. Je prends par la fin. Les diodes, c'est ce qu'on appelle les diodes variables. Alors pour ceux qui ont regardé l'épisode sur les diodes, en fait, au niveau d'un semi-conducteur, ici se crée, quand la diode est polarisée en inverse, se crée ici ce qu'on appelle une zone de déplétion, c'est-à-dire une zone vide de charge. Et ici on a les charges, que ce soit des trous ou des électrons, on a des charges ici, et là on a un vide. Oh, un vide, c'est ce qu'on appelle un diélectrique, hein, voyons. Et ici, j'ai la partie semi-conductrice qui a des charges et qui est conductrice. Et en fait, les diodes servent de condensateurs, et comme on peut faire varier l'épaisseur de la zone de déplétion, c'est-à-dire isolante, selon la tension continue qu'on va mettre à ces bornes, si on prend une tension continue et on superpose une tension alternative au-dessus, en fait, on a un condensateur variable. C'est-à-dire qu'on peut faire varier un condensateur à cause de la variation de la zone de déplétion, et on peut faire par exemple des oscillateurs accordés en tension. Alors simplement, qu'est-ce qu'on fait, hein, au bord de la diode, on a une tension continue, et au-dessus, on superpose le signal qu'on veut faire passer au travers. Alors la petite variation ici ne va pas faire vraiment beaucoup varier le condensateur. C'est surtout ces valeurs-là. Alors si on est là ou là, on a diminué la capacité parce qu'on a agrandi la zone de déplétion. Hein, là, je suis en polarisation inverse. Et si je suis très proche ici, j'ai une capacité qui est beaucoup plus grande parce que j'ai une zone de déplétion beaucoup plus faible. Par contre, la tension superposée ici, on ne pourra pas mettre grand-chose parce qu'elle va être de l'ordre de grandeur de la tension de polarisation. Donc en général, il y a une plage d'utilisation. Il faut que la tension de polarisation continue soit quand même grande par rapport à la tension superposée qui est, elle, le signal qui nous intéresse. Alors c'est utilisé pour accorder des oscillateurs, pour accorder l'accord de poste de radio, des trucs comme ça, hein, ou des oscillateurs commandés en tension. On peut faire ça, des VCO. On peut faire des PLL avec ça, même si c'est pas très précis, mais bon. Voilà. Alors bon, je passe sur ce condensateur très particulier, et on va reprendre ces condensateurs dans l'ordre. Alors la plus grosse famille, c'est les films plastiques. Les films plastiques, alors il y en a des tonnes. Il y a le polycarbonate, le polypropylène, le polystyrène, le téflon, des variantes de toutes sortes. Ce sont des condensateurs assez gros par rapport à leur valeur. Ils ont des tensions d'utilisation relativement élevées, hein, pas aller jusqu'à 1000 ou 2000 volts. La différence à ce niveau-là, c'est il y en a vraiment deux principales. C'est la constante diélectrique qui varie fortement d'un plastique à l'autre, et la qualité du diélectrique en tant que diélectrique. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet de mémoire, ou très peu, des très faibles pertes au sein du diélectrique, parce qu'il y a plusieurs aspects au niveau de l'imperfection au niveau des diélectriques. Il y a un des paramètres qu'on appelle le tangente delta, qui est en fait une valeur qui montre un peu les problèmes de fuite, on va dire, au niveau d'un diélectrique. Et dans les films plastiques, il y a les moins bons. Les moins bons, c'est par exemple les nylars ou les polycarbonates. Ouais, même si on a de très bons, hein. Au sein d'une même famille, il y a différentes qualités aussi. Mais après, il y a plus les polystyrènes, polypropylène. Alors, je ne sais pas si je fais assez de fautes là-dessus. Alors, il y a aussi là-dedans, il y a les polysulfones. Après, il y en a d'autres avec des noms exotiques. Après, il y a le téflon. Alors ici, c'est dans un ordre, mais c'est pas toujours le bon, parce que pour certains, au niveau du prix, ça c'est plus important. Au niveau de la montée en température, ça c'est les meilleurs. Au niveau des caractéristiques, ça et ça, c'est meilleur que ça. Ça, au niveau de la stabilité, c'est meilleur que ça. Tout n'est pas dans ce sens-là, et puis c'est tout. Mais il faut bien voir que les meilleurs, vraiment les meilleurs diélectriques restent actuellement, un surpassé, c'est le téflon.
Le problème, c'est qu'il a une constance d'électrique faible et les capas deviennent immenses si on veut quelque chose. Condensateur hors de prix, sauf ceux fabriqués en Union soviétique. On peut trouver sur eBay maintenant, j'ai en stock, on en verra un tout à l'heure. Ce sont des condensateurs absolument exceptionnels dans leur genre. Ils ont quasiment pas de défaut d'électrique. Ils ont des tensions assez élevées. On peut trouver des valeurs de l'ordre du microfarad, de quelques nanos à quelques microfarads. Donc, pas trop cher. Alors, il existe en France un fabricant qui fait, enfin deux fabricants actuellement qui font des condensateurs Teflon, Eurofarad et SCR. Ce sont les deux. Et les prix sont made in France aussi. Ça, alors là, ça pique les yeux. Après, si on n'a pas trop les moyens d'avoir le Teflon, parce que c'est trop gros ou trop cher, après, polypropylène est un très bon diélectrique. Mais c'est pareil, les condensateurs sont relativement gros encore. Polystyrène, c'est souvent trouvé sous la forme de condensateurs de précision. Ils sont intéressants quand on fait des oscillateurs parce qu'ils ont très peu de variations de valeur, ils sont plutôt stables. Le problème, c'est que certaines variantes, ce qu'on appelle, c'est des petits condensateurs bobinés en plastique transparent, je ne sais plus le nom que ça avait à l'époque. Bon, c'était des trucs polystyrène, ils ont tendance à s'effriter et à tomber en poussière et à mal se stocker. Il en existe des moulés qui sont plus intéressants, mais c'est pareil, c'est vachement gros par rapport à la valeur. Très intéressant parce que comme on peut avoir des valeurs précises, c'est très utilisé pour des oscillateurs, pour des filtres où on a besoin vraiment de valeurs précises pour certains filtres un peu sensibles, ou par exemple pour les corrections RIA sur les trucs phono, des préamplificateurs phono, on a besoin de valeurs un peu bizarres, voilà, on les met en série, en parallèle, pour pouvoir faire des valeurs. Alors la notion de série parallèle comme la résistance, on peut faire le même style de raisonnement qu'avec la résistance avec les condensateurs. Les mettre en parallèle, c'est multiplier la surface du diélectrique, donc on multiplie la capacité, en fait on additionne les capacités. On voit bien que physiquement on a... Si je mets deux condensateurs en parallèle comme ça, on voit bien que c'est équivalent au même condensateur avec 2 fois plus de surface d'armature, donc on a doublé la valeur. Enfin, si on a C1 et C2, on a la surface 1 plus la surface 2 réunis, et on a C1 plus C2. Et d'une même manière, s'ils sont en série, on a écarté le diélectrique. Okay, c'est-à-dire qu'on a 2 fois le diélectrique, donc on a une capacité qui est en inverse. Si on pouvait avoir, on a aussi la notion de conductance pour un condensateur, simplement il va moins bien conduire, et on peut faire le même raisonnement, et on se retrouve ici en 1 sur C1 plus 1 sur C2, ce qui est la valeur de 1 sur C. Simplement, dans un sens, on augmente les surfaces, dans l'autre sens, on augmente la largeur entre les armatures. Donc on conduit mieux ou on a une résistance plus grande. Enfin bon, voilà, on peut faire le même raisonnement. Donc je ne vais pas plus là-dessus parce qu'en fait, ça va assez bien à comprendre quand on voit ce qui se passe. Néanmoins, bon, si on revient sur les trucs en plastique, en fait, les plus courants, les moins chers, c'est ce qui est millard ou polycarbonate parce qu'on arrive à faire des trucs relativement compacts. Pas cher, mais attention, il y a toutes sortes de qualités. Si on veut vraiment mettre des trucs comme ça et pas être emmerdé, il faut prendre des trucs de marque. Alors, dans les marques, on peut avoir Huima, qui est intéressante, hein. C'est condensateur rouge ou vert, enfin bon. Huima qui fait plein de choses. Après, il y a tous les fabricants de condensateurs. Après, il y a Eurofarad, on trouve ça en forme EFD. Alors, Vichet, évidemment, a toute la gamme de toutes les marques possibles et imaginables qui ont été réunis sous le vocable Vichet. Là, on trouve toutes sortes de choses. Donc, mais vaut mieux utiliser dans ce genre de trucs, surtout dans des trucs comme ça, surtout dans les trucs de haute tension, par exemple qui iraient sur le secteur pour faire de l'antiparasital ou des choses comme ça. Il faut prendre des marques, il ne faut pas prendre n'importe quoi. D'ailleurs, je vais faire un petit encart là-dessus sur l'utilisation de condensateur, parce que, comme j'ai dit, condensateur, il y a 2 paramètres, il y a la valeur de capacité et la valeur maximale d'utilisation. Ça, c'est très important, surtout quand on va utiliser les condensateurs pour avoir des tensions, lorsqu'on en a des tensions élevées. Par exemple, antiparasitage. J'ai mon secteur, j'ai un interrupteur, voilà, et quand je mets en route et que je sors, j'ai des claques dans mon frigo. Alors, en général, on fout un condensateur ici. Parce que le condensateur, lui, il va absorber l'impulsion de courant qu'il va y avoir. Simplement, c'est un court-circuit qui va se mettre sur ici quelque chose qui va faire un arc. Bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail plus que ça, mais le condensateur ici sert de conducteur pour absorber
ce qu'on va normalement entendre quand on allume ou on éteint une lampe, quand on l'entend sur la chaîne IFI qui est en train de fonctionner. Simplement, le condensateur, il va servir, comme c'est un événement extrêmement court, ben lui, il va se comporter comme un court-circuit absorber le parasite. D'une manière simplifiée, ça va être ça. Sauf que ici, si j'ai un appareil, ici, quand l'appareil est ouvert, ben, je vais avoir 220 volts. Quand je dis 220 volts, là je suis 220 volts alternatif efficace. Il faut bien voir que ça veut dire que la tension, elle, est de plus ou moins 220 racine de 2 volts. Donc le condensateur, il ne doit pas être un condensateur de 250 volts. Parce qu'on est largement au-delà de ça. Il faut ici au moins 400 volts. Il faut vraiment être faire très très attention. Lorsqu'on a des tensions alternatives, on parle de tension efficace. On ne parle pas de tension crête. Et les tensions crêtes, elles sont racines de 2 fois pour du secteur. Alors c'est encore pire si on est dans du triphasé, où on se retrouve avec du 380 ou du 400 volts entre neutre et phase. Donc les condensateurs mis pour le secteur, il existe certaines variétés qui sont ce qu'on appelle les condensateurs X, les condensateurs Y, qui sont entre la masse et une phase ou entre deux phases, etc. Ces condensateurs-là sont spécialement faits pour être durables, solides et tenir les tensions. Il est extrêmement important, indispensable d'utiliser des condensateurs dédiés à ça lorsqu'on fait de l'antiparasitage sur du secteur. Ne jamais utiliser de condensateur standard pour ça. Même si on met du 1000 volts, le problème n'est pas qu'une question de tension de tenue de diélectrique. Il y a aussi le problème des courants qui peuvent être très élevés et des armatures qui peuvent être trop fragiles. Et s'il y a une trop grosse fragilité, on peut se retrouver avec un arc dans une armature qui va percer le diélectrique et il peut y avoir des courts-circuits. Donc ça, il faut vraiment faire super gaffe et utiliser que des condensateurs faits pour ça. C'est très très important. Alors, il existe dans ce style de condensateur, ainsi que, non, essentiellement là-dedans. Dans le mica aussi, hein, c'est le cas. Mais là-dedans, il en existe, dans tout ça, il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle les métallisés, c'est les plus courants, et les trucs à armature. Ça veut dire quoi? Dans le premier cas, en fait, le plastique est métallisé. Il y a du métal est vaporisé dessus. Donc les armatures sont très très fines. Hein, très très fines. Et donc les condensateurs sont beaucoup plus petits. On réduit à la fois le diélectrique et aussi la taille des armatures. Par contre, les courants qui peuvent aller dedans sont plus faibles. Parce que les armatures sont très fines. Et en plus, elles ont une résistance intrinsèque qui est plus élevée. Parce que c'est juste une vaporisation et c'est quand même moins bon que du métal. Du métal, on va dire, massif. L'armature, c'est en fait une feuille métallique qui est enroulée ou empilée avec le diélectrique. Ça, c'est pour les condensateurs, justement, qui réclament une plus grosse solidité, une meilleure tenue aux impulsions de courant, etc. En général, on préfère mettre des armatures là où il y a du secteur, même s'il y a du métallisé de haut de gamme, hein, bien sûr. Tout n'est pas aussi manichéen que ça. Mais il y a ces deux types-là. Donc, on verra un peu quelques exemples de trucs de film. Film, c'est une jungle hein, là-dedans. Alors vide, bon, ça c'est pour rigoler. Papier, alors papier, ça existe souvent en audio, bien que pour moi ça n'a pas grand intérêt. Le papier, on retrouve dans l'électrolytique, mais ici le papier, c'est un papier isolant, hein, avec soit de l'huile ou des trucs comme ça. On retrouve ça en audio, c'est un peu de nostalgie, mais bon, c'est gros, c'est pas très... électroniquement parlant, c'est pas terrible. Bon, ça peut. Souvent, c'est les armatures. On peut pas vraiment métalliser du papier, donc c'est plus les armatures, c'est plus robuste au niveau du courant. C'est vraiment pour on va dire, de la nostalgie. Hein. Bon, c'est vraiment anecdotique. Condensateur électrolytique. Là, c'est vraiment une énorme famille. C'est généralement ça qui tombe en panne dans les montages, parce que contrairement aux autres, le condensateur électrolytique vieillit, sèche. Et c'est vraiment la qualité fabricant qui fait la différence. Alors, il existe des électrolytiques qui ont 80 ans et qui sont toujours aussi bons. Alors, une très grande marque française, là je vais dire, une grande marque française, c'est Sixafo. Alors, c'est une marque qui existe depuis perpète, elle a encore été rachetée par je ne sais pas qui. Là. Eux font des condensateurs d'exception depuis toujours, franchement. Et on peut trouver des trucs des années 70 qui sont comme neufs. Eux étaient vraiment en avance, c'était vraiment parmi les premiers à faire des condensateurs qui étaient des températures très élevées. Les électrolytiques, en plus de la valeur et la tension d'utilisation, ont vraiment des caractéristiques vraiment particulières qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Enfin, vraiment pour eux qui sont critiques. Alors, pour les électrolytiques, alors toutes les variantes, hein, c'est la même chose, hein, quel que soit le style de variante, on retrouve ces caractéristiques. Donc il y a la valeur capacité, la tension d'utilisation, le fait qu'il soit polarisé, contrairement aux autres, enfin, c'est très important, et le fait qu'ils aient une température max de fonctionnement. Ou disons une température à partir duquel leur durée de vie va vraiment diminuer très très rapidement. Alors les électrolytiques ont une technologie très particulière qui fait qu'ils ont des valeurs beaucoup plus élevées que ceux-là. Alors j'ai un épisode dédié sur les électrolytiques pour voir pourquoi les valeurs sont plus élevées. Simplement, bon, hein, c'est... Les électrolytiques, en fait, le diélectrique, c'est un oxyde d'aluminium ou un oxyde de nolium, de tantal, quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a différentes valeurs. Et l'aspect électrolytique, c'est en fait... l'électrolyte est une armature. Elle sert à faire le lien entre l'armature d'aluminium et vraiment la surface super fripée qu'il y a de l'autre côté. Le diélectrique sert de contact électrique. C'est pour ça que quand le diélectrique sèche, il n'y a plus le contact électrique, et surtout qu'il y a un condensateur qui a une valeur qui est ridicule, qui n'est que la valeur des deux armatures en aluminium qui est dedans. Mais en fait, le vrai diélectrique, c'est l'oxyde qu'il y a sur une des armatures. Hein, c'est un fonctionnement très particulier. Et le fait que ce soit un oxyde qui soit fabriqué au fur et à mesure et qui est consolidé à l'utilisation, c'est une conséquence, c'est que c'est polarisé. Si on le met à l'envers, on détruit le diélectrique qui va essayer de se mettre de l'autre côté. Et donc, vraiment, on détruit le condensateur. C'est polarisé. Il existe des condensateurs électrolytiques non polarisés, mais en fait, ce sont des condensateurs d'une construction symétrique, hein, qui sont un peu l'équivalent de deux condensateurs opposés. C'est-à-dire que si on veut faire un condensateur non polarisé, ben on prend deux condensateurs en série et on met les polarités à l'envers, comme ça. Sauf que si on met le même, on a une capacité divisée par deux globalement, parce qu'on a doublé l'épaisseur du diélectrique, tout simplement. Donc il existe des condensateurs non polarisés tout fait. C'est plus rare, mais ils ont des caractéristiques qui sont moins bonnes, parce qu'on a l'équivalent de 2 fois le montage. Voilà. En général, on utilise vraiment ça dans des cas particuliers, parce qu'on a besoin d'une grosse valeur, mais sur des tensions qui peuvent changer de signe. Enfin bref. Les condensateurs chimiques sont les moins bons. Électriquement parlant, c'est un diélectrique chimique. Enfin, il y a un diélectrique... c'est un diélectrique chimique, on va dire, oui, qui est fabriqué chimiquement. Et en plus, il y a une armature qui est une armature ionique. Il y a un électrolyte qui sert de support de conduction, qui est un produit chimique, qui n'est pas un truc métallique. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus fragile. C'est pour ça que c'est sensible à la température. Hein. Donc, alors, depuis longtemps, le truc de standard, c'est 85 degrés, à partir duquel vraiment on ne peut plus l'utiliser. Maintenant, le standard, c'est plutôt 105 degrés. Mais méfiance, les marques inconnues ont tendance à mettre ce label-là sur des trucs comme ça. Hein. Il y a du 125 degrés. Sixavco était vraiment le précurseur là-dedans. Beaucoup plus cher, plus gros. Hein. Les tensions d'utilisation, alors les capacités, ça peut aller jusqu'à quelques farad pour les plus gros. Les plus gros condensateurs chimiques qu'on puisse trouver font 30 cm de long et à peu près 10-12 cm de diamètre. Bon, c'est quand même des belles bêtes. Hein. Les tensions d'utilisation de l'ordre de 600 volts. Pareil, Sixavco avait des tensions supérieures à tout le monde. Ils étaient vraiment bons, hein, étonnamment. Ce sont des condensateurs utilisés essentiellement pour les alimentations. Leur grosse valeur fait qu'ils servent à filtrer des événements électriques, des variations relativement lentes, et avoir quand même une résistance, une impédance qui soit relativement faible pour faire passer ces variations relativement lentes dans le condensateur. C'est en ça que ce sont des choses qui régulent les alimentations. Et quand je dis relativement lente, c'est 50 Hz ou 100 Hz. C'est pour ça qu'il faut des grosses valeurs pour pouvoir filtrer ça. C'est-à-dire que vu de l'ondulation 50 Hz, le condensateur se comporte pas comme un court-circuit, mais presque. Donc, ça part, le condensateur, lui absorbe ça, et de l'autre côté, on ne voit pas grand-chose. C'est parce que le condensateur se comporte comme une impédance très faible pour ces fréquences-là. Donc c'est utilisé pour réguler, enfin pas réguler, mais stabiliser et enlever l'ondulation sur des tensions. Ça sert aussi à faire des liaisons entre deux appareils et isoler la tension continue. Ça sert aussi à ça, mais c'est surtout dans les alimentations. Alors le problème de ça, c'est les tailles. Après, dans le temps, les tailles ont diminué vachement. Alors aluminium, ça reste le plus courant, hein, avec le problème de la durée de vie.
Tantal, c'est un autre matériau que l'aluminium avec le même style de caractéristiques, sauf que c'est beaucoup plus compact. Hein. Alors le problème du Tantal, le Tantal a un gros souci. C'est pour ça qu'il a tendance à plutôt disparaître. Il existe vraiment deux sortes de Tantal, c'est le Tantal goutte qu'on voit sur la forme comme ça. Alors, il peut y avoir une couleur où ça peut être avec des bagues, quelque chose comme ça. On en trouve souvent dans les appareils des années 80, etc. Ça c'est le problème. Le problème de ça, contrairement aux électrochimiques dont la valeur diminue et va quasiment à zéro, ça a tendance à prendre une valeur infinie, qui est le court-circuit. Et ça c'est pas très bon, quoi. Elle existe aussi sous la forme montage en surface, comme ça, hein, des carrés comme ça, avec toujours une bague sur le côté, parce que c'est polarisé. Hein, donc ici, il peut y avoir un plus, il peut y avoir une bague, enfin, quelque chose qui indique le plus. Les aluminiums, la polarisation de ça, ça c'est toujours le problème, c'est que sur les tantales et tout ça, c'est le plus qu'indiqué, mais sur les aluminiums, souvent on a des cylindres comme ça. Alors ça, c'est les versions radiales, sinon on a les versions axiales, qui sont plus anciennes, avec soit une bague qui indique le plus, soit un ruban ici qui indique le moins. Alors il faut regarder les symboles qui sont dessus. Alors certains indiquent le plus, hein, donc là, faut se méfier quand même. Ah, c'est le problème. Alors, il y a l'inobium qui est une autre technologie encore, qui est un peu analogue à l'aluminium Tantal, qui est plutôt anecdotique, mais qui est utilisée dans certains endroits parce qu'elle a une certaine notion de fiabilité que les Tantals n'ont pas. Les Tantals sont très fiables sur les appels de courant, mais par contre sont fragiles dans le temps. Enfin, c'est pareil, c'est toujours un problème de. Alors polymère, c'est simplement une variation sur les électriques dans les condensateurs aluminium. C'est qu'on n'utilise plus des électrolytes habituels, mais on utilise des molécules organiques qui ont d'autres caractéristiques et elles sont meilleures. Elles vieillissent beaucoup moins, mais ça fait des condensateurs plus petits, plus chers, des valeurs moins élevées, des tensions moins élevées. Mais quand on peut les mettre, il vaut mieux mettre ça. Alors des fois c'est trop bon, malheureusement. Des fois, dans certains montages, le condensateur, s'il est trop bon, le montage devient instable. C'est le problème. Mais on en trouve souvent maintenant sur les cartes mères, sur des choses comme ça, de haut de gamme, parce que ça dure plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment, il y a de la faute. La Super Kappa. Alors la Super Kappa, c'est un condensateur où là, la valeur de base, c'est le farad, directement. Alors, ça peut aller jusqu'à 2600, 3000 farad, sous des tensions très faibles, l'ordre de 2 à 5 volts maximum. C'est une technologie qui, en fait, utilise du charbon, on va dire des nanoparticules de charbon qui donnent une surface d'armature qui est gigantesque. En fait, c'est une sorte d'éponge où la surface est tellement grande qu'on se retrouve avec des valeurs de condensateur gigantesques. Ça reste un condensateur chimique, parce qu'il y a un polymère, enfin un électrolyte dedans, mais la fabrication est un peu différente et le but c'est vraiment du stockage. C'est l'avenir des Super Kappa, c'est se substituer à des batteries. L'avantage, c'est que, comme on l'a vu, le condensateur peut charger instantanément. La seule chose qui va limiter le courant, c'est le générateur. Et ces condensateurs-là, pour les charger intégralement, il faut mettre des centaines d'ampères dedans. Hein. Il faut bien voir. Hein. Ça se calcule. Hein. Combien de temps il faut charger une Super Kappa d'un farad quand on a un générateur qui fournit 1 ampère, ben, Q égale CV, et puis on compte le nombre de secondes qu'il faut pour mettre. Voilà. On calcule facilement le temps qu'il faut et c'est une alternative aux batteries, mais ils ne sont pas encore suffisants. Mais ça, c'est une technologie très particulière, il y a plusieurs variantes, hein, simple, double paroi, enfin des trucs. Alors ça existe depuis les années 70, mais ça a explosé depuis. Très intéressant parce que ça a beaucoup d'applications assez inattendues et on sort du cadre habituel des condensateurs parce que là, c'est vraiment du stockage. Mais ça peut avoir un brillant avenir. Voilà. Ensuite, alors là, pareil, une autre série extrêmement vaste, c'est tout ce qui est céramique. Alors ça, on s'en sert beaucoup. Maintenant, les céramiques sont plutôt en montage de surface, hein, rarement avec des fils. Les céramiques, c'est vraiment pour faire du filtrage sur tout ce qui est, on va dire, circuit logique, microprocesseurs, tous les appareils, tous les circuits intégrés qui ont des signaux un peu rapides, ça sert d'antiparasite, on va dire, aux bornes du truc. Donc il faut souvent, surtout pour les microprocesseurs, beaucoup de condensateurs parce qu'ils ont beaucoup de pattes qui servent à l'alimentation. Et donc les céramiques, c'est vraiment le condensateur miniature par excellence parce qu'on peut atteindre plusieurs microfarads, plusieurs dizaines de microfarads sous quelques volts avec des tailles vraiment minuscules.
Pourquoi on atteint des tailles bien plus compactes encore que les électrochimiques? C'est parce que les constantes diélectriques des céramiques peuvent être extrêmement élevées. Malheureusement, tout a un prix. Ce sont des diélectriques avec des constantes très élevées, mais ce sont des diélectriques qui sont ultra mauvais sous certains aspects. Problème des céramiques, et c'est pour ça qu'il y en a plein de sortes, et par exemple les X7R, les COG, C0G, ce sont des notations. Alors il y a des tableaux, hein. On peut trouver des tableaux qui donnent les plages de température, les variations de capacité en fonction de la tension, les précisions, etc. Ce sont vraiment une description des caractéristiques du diélectrique du condensateur. Ceux-là ont des coefficients de température 0, c'est-à-dire que selon la température, leur capacité ne varie pas. Ils ont une variation de capacité en fonction de la tension à leur borne qui varie très peu. Ceux-là, alors là, c'est le contraire. Les capacités varient dans tous les sens, ils sont très sensibles à la tension qu'il y a à leur borne, mais ça peut être fait dans des oscillateurs, ça peut être utilisé dans les montages de précision. Ça, c'est utilisé en découplage d'alimentation, où la valeur n'est pas critique, mais hors de question d'utiliser ça pour quelque chose de stable. Mais le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus compacts que ceux-là. Donc, c'est toujours un compromis. Alors, là, c'est les deux plus courants, mais ça, on en trouve à foison, quoi. Donc, c'est souvent des compromis. Alors ça, c'est vraiment en fonction de la température. La variation de la capacité en fonction de la température, qui est un coefficient... un tel coup, un coefficient de température, et la valeur de capacité par rapport à la tension. Ces condensateurs-là, s'ils sont mis sous une tension de X volts, n'auront pas la même capacité que s'ils sont mis sous une autre tension. Ils ont tendance à avoir la capacité qui baisse avec la tension qu'il y a à leur borne. Et en plus, pour les pires, ils ont tendance à avoir un effet de mémoire et garder une capacité plus faible une fois qu'ils ont été mis en contact avec une tension trop forte. Et ils peuvent être remis à zéro si on les ressoude, parce qu'en fait, les passer à haute température les fait revenir comme ils étaient. Enfin, c'est vraiment des trucs super instables, mais on peut avoir des capas de plusieurs dizaines de microfarads dedans, du 0,8-0,5 en CMS, quoi. Donc c'est vraiment un compromis. Donc céramique, il y a du haut de gamme et il y a du bas de gamme. Alors, il a été montré sur alors c'est le montage que j'ai étudié parce que je vais en avoir besoin, sur des oscillateurs ultra purs, où la distorsion est de l'ordre de moins 140 décibels par rapport au truc. Ce sont en général des oscillateurs à pont de Vienne, donc c'est une topologie particulière, et qui utilisent des condensateurs qui fixent la fréquence. Et là, la qualité du condensateur va jouer d'une manière fondamentale sur la distorsion finale du truc. Il a été montré que les COG font partie des meilleurs condensateurs pour ça. Ils ne sont battus que par le téflon, à la fin. Je ne l'ai même pas mis le téflon. Enfin, c'est dans les films plastiques. Donc les céramiques peuvent atteindre un degré de qualité assez extraordinaire. Il faut vraiment voir ça, c'est vraiment intéressant. Bon, après mica et verre, le mica on les retrouve, bon ça peut être un condensateur intéressant, mais il est énorme. Voilà, il est énorme, c'est que des petites valeurs, mais c'est stable, on peut y trouver de haute précision, c'est vraiment intéressant. Mais bon, ils ont des problèmes de vieillissement, ça peut être très cassant. Donc. Silicium, c'est une variété je pourrais dire, ça ressemble un peu au condensateur céramique. Diélectrique, c'est de la silice, un truc du genre. Et en fait, ce sont des condensateurs qu'on peut faire graver, soit intégrés dans les circuits imprimés. Donc on peut faire mettre des condensateurs silicium au sein même des circuits imprimés. Ou alors ils peuvent être intégrés carrément dans les microprocesseurs, dans les puces. Ou peut être acheté, mais alors c'est hors de prix. Mais c'est tout petit et leurs caractéristiques sont vraiment intéressantes. Voilà. Bon, j'ai à peu près fait le tour. Il y en a encore plein d'autres, il y en a tellement à dire là-dessus. Mais le problème des condensateurs, maintenant ça devient moins un problème, c'est comment les lire. Le problème, c'est que, évidemment, sur un condensateur, on a la valeur, la tension, éventuellement d'autres choses, la précision. Précision qui peut être, ici, ça peut être, plus précis, ça peut être du 0,1%, hein, on peut trouver ça. Les électrolytiques, ça va être plus ou moins 10% pour les meilleurs. Hein. Avant, c'était plus 50, moins 10%. Hein, maintenant, il y a eu des progrès. Les céramiques, ça peut être de précision. Mica, c'est de précision. Silicium, ça va être relativement précis. Bon, les diodes, c'est variable. Mais le problème, c'est que sur les condensateurs, il faut savoir lire l'étiquette. Alors, maintenant, c'est moins un problème qu'avant. Maintenant,
Sauf les céramiques trop petits pour avoir une inscription. Là, par contre, c'est plus délicat. C'est inscrit sur la bobine. Hein. C'est pas écrit dessus. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas la place. Tous les autres, c'est écrit en clair. On n'est plus vraiment emmerdé par les notations parce que c'est souvent écrit en clair. Alors, bien sûr, il y a des variantes. Mais avec un peu de jugeote, on s'y retrouve. Quand on voit ça 10N ou 0.01 ou 10P. Après, selon la technologie, en fait, ça donne le contexte. Ici, si je vois ça et que j'ai un film plastique, en général, c'est un 0,01 microfarad ou 10 nanofarad. Ça, c'est 10 nanofarad. Quand on a un dizaine, c'est du nanofarad. On peut avoir 10 picofarad. Alors, quand on a des tout petits céramiques d'antan, qui sont des disques comme ça, des fois, on voit 10 dessus. C'est des picofarad. Mais c'est parce que c'est des petits céramiques à disque. Hein. Sinon, si on voit un 10, si on voit un tantalgoutte comme ça, où c'est marqué 10 dessus, ça, en général, il n'y a pas que 10 dessus d'ailleurs, il doit y avoir par exemple 35 V, ça va être 10 microfarads, 35 volts. Après, il y a souvent la tension qui est indiquée, donc il n'y a pas de problème, c'est pas trop compliqué. Le problème, c'est quand on prend des condensateurs plus vieux, où il y avait des codes couleurs. Alors, on pourrait se dire c'est comme les résistances, sauf que le problème, c'est que c'est pas comme les résistances. Il y a un monde de condensateurs avec des codes couleurs pas possibles. Alors, des exemples, par exemple les tantales. Tantal goutte, il y avait une bague, 2 couleurs plus un corps. Alors donc on avait 2 couleurs, la bague plus... alors là, ça indiquait le plus sur l'orientation, ça indiquait... Alors je dis ça de tête, ça tombe, c'est pas ça, mais c'est pour donner une idée. Les 2 couleurs là donnaient la valeur, là ça donnait la tension, et ça c'était le multiplicateur. Bon, ça se trouve de moins en moins, on peut tomber sur des tantales sur des appareils qu'on restaure qui ont des différentes couleurs. Et bien la valeur est écrite dessus. Alors il y a aussi des tantales, là j'en montrerai tout à l'heure, c'est des carrés avec des points de couleur et des fois un trait sur le côté. C'est pareil, c'est un code couleur, mais selon le constructeur, c'est pas pareil. Alors pour les anciens, il y avait les condensateurs sous forme de tubes comme ça. C'était pareil des céramiques tubulaires avec des traits dessus. Alors ça ressemblait plus à des résistances au niveau code de couleur. Après, il y a eu les condensateurs avec des codes de couleur comme ça. Avec ici le rouge c'était 250 volts, le jaune c'était 400 volts. Il y avait les trucs, alors je crois que c'était donné en nanofarad d'après mes souvenirs. Je me souviens même plus. Ça se fait plus trop les trucs de couleur comme ça. Mais à l'époque, il y avait une jungle de condensateurs de couleur. Pardon, il y avait aussi les mica-argent avec des points comme ça. C'est plus les Américains qui avaient ça, les mica-argentés avec des points de couleur. Alors certains, ils n'étaient pas tous. Des fois, il n'y en avait que quelques-uns. Il y avait la tolérance et la tension. D'autres, il y avait des données en plus. Enfin, c'était la jungle. Chaque fabricant avait sa codification. Et là, c'était la jungle. C'était incompréhensible. Le seul et unique moyen de s'en sortir, c'est prendre le capacimètre. Pour s'en sortir, c'est beaucoup plus pratique. Parce que ça, des fois, c'est même pas la peine, on ne sait pas. Et ça, je ne sais pas trop m'étaler là-dessus, parce que ça a plutôt disparu, et c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vraiment pénible. Et vraiment, des fois, rien qu'en regardant le condensateur, on ne sait pas si c'est un condensateur céramique, plastique ou autre. On ne sait pas trop ce que c'est, parce qu'ils ont la même forme. Ils sont moulés dans le plastique, on ne sait pas ce que c'est. On peut se retrouver avec des condensateurs qui ressemblent à des électrolytiques, alors que c'est du papier métallisé, voilà, des trucs bizarres. Pour ça, c'est très très compliqué de voir tous les cas de figure. Mais on va aller en voir tout un lot, toutes sortes que j'ai en stock. Alors c'est loin d'être exhaustif, hein, mais là on va voir un peu les trucs les plus courants. Et rien que ça, on en a déjà pour un bout de temps à en voir le bout. Mais néanmoins, on va aller regarder quelques condensateurs, des caractéristiques, comment ils se présentent, et on va regarder ça. Donc voilà un échantillonnage de condensateurs de toutes sortes que j'ai en stock. Bon, j'ai plus de très vieux trucs qui n'ont plus aucun intérêt actuellement, mais de temps en temps, pour ceux qui réparent des vieux appareils, peuvent les rencontrer. Alors, il me reste une paire de trucs, comme par exemple ça. Ça qui est un séquenceur Mullard de l'époque, les Mustard. On trouve ça maintenant, il y a des gens qui réparent les guitares électriques, les vieux trucs, je vais zoomer un peu dessus pour voir, qui utilisent ça comme pièce d'origine, mais c'est vraiment pas des trucs intéressants, quoi. C'est vraiment des trucs merdiques, vaut mieux remplacer par des composants modernes. Ceux-là en général sont un peu lessivés, quoi.
Alors, globalement, ici, ils sont un peu rangés en technologie. Ici, j'ai tout ce qui est film plastique, tout ça, là. Ici, j'ai quelques canisters céramiques, CMS, des canisters Tantal, ici, des chimiques, là, des plus gros en papier, derrière des téflons. Donc, on va aller regarder d'un peu plus près, voir certaines spécificités qu'on peut retrouver et qui sont plutôt intéressantes de savoir. Alors, si je reprends les condensateurs ici, ça c'est plus on va dire des valeurs, des choses plus anciennes. Hein, je vais zoomer un peu dessus parce que ce sera plus facile pour la mise au point. Hop. Voilà, donc ça c'est vraiment du condensateur ancien film. Ça c'est du polycarbonate ou du mylar de l'époque. On en trouvait souvent. Alors je n'ai plus ceux qui avaient plein de couleurs, mais c'est du même genre. Hein. Ça existait aussi en Philips orange, comme ça. C'est très courant. De ce genre de trucs. Tout ça c'est du même genre. Hein. C'est des condensateurs Mylar de l'époque. Et ceux-là sont tous écrits en clair. À l'époque, il y avait aussi ceux qui étaient avec des codes de couleurs, mais c'était plus facile, c'est relativement à lire. Les deux premières couleurs, c'était la valeur, la troisième multiplicateur, et le dernier, c'était la tension d'utilisation. Mais ça, bon, on trouve facilement sur Internet des trucs, des infos là-dessus. Alors là, on voit quand même, j'ai parlé d'une spécificité au condensateur de ce genre, qui est plutôt ancien maintenant. Je sais pas si on le retrouve vraiment dans les productions actuelles, mais à l'époque, c'était plutôt courant. On voit ici, par exemple, ici on voit une bague qui est sur le côté là, ici on voit un point qui est proche de la broche là. Ici par exemple j'en ai un autre qui est un papier métallisé, je crois, quelque chose comme ça, ou un mylar métallisé, je sais plus, un truc de précision, et on voit une bague là. Alors cette bague là, en général, alors des fois c'est pas vrai, mais souvent, en fait elle indique la broche ou le diélectrique, enfin l'armature est à l'extérieur. C'est-à-dire que ça, c'est en fait un diélectrique enroulé avec deux armatures, ou métallisé. Il y a ici, à l'extérieur, une armature, et de l'autre côté, l'autre armature. Donc, il indique en fait quelle broche du condensateur est reliée à l'armature qui est à l'extérieur. Il faut bien voir que l'armature extérieure, elle est plus à même à capter des parasites externes et les ramener dans le circuit. Donc pour les circuits sensibles, il est intéressant de mettre ce côté-là où ça gêne le moins. Donc c'est pas du tout une polarité. Pour les films, il n'y a pas de polarité, hein. Mais ils indiquent en fait de quel côté est le condensateur. Alors il peut y avoir un sens privilégié d'utilisation de ces condensateurs-là, simplement parce que l'armature métallique externe est plus susceptible à choper des parasites à côté d'une ligne une haute fréquence ou n'importe quoi. Donc c'est quelque chose qui est indiqué. Après on peut le trouver, hein, ça après coup, avec un petit montage, mais bon, souvent c'est pas trop le problème de ceux qui utilisent ça, mais ça peut arriver dans certains cas. Donc tout ça c'est du film, alors il y en a toutes sortes, hein. Ici, à l'époque c'était vraiment les Siemens, c'est très courant, ça c'est pareil, c'est du Mylar. C'était très courant dans les années 80-90. Alors ceux-là sont carrément pas isolés. Hein, c'était des trucs qu'on trouvait vraiment très souvent chez les vendeurs de composants. Voilà. Chez les vendeurs de composants, ils vendaient souvent ça. C'était à l'époque des Siemens. Alors ça, c'est encore un autre genre en plus haute tension. Le problème de ça, c'est que des fois ça s'efface. Alors on a besoin de renoter ce qui est la valeur. Alors c'est pour ça qu'un capacimètre, c'est très pratique pour trouver les choses. Alors j'ai vraiment des curiosités. Hein. Ici j'ai du mica argenté. Quand je dis que j'ai des films plastiques, mais j'ai aussi du mica argenté ici. Alors j'ai des versions. Alors oui, je vais peut-être montrer un peu mieux. Voilà, je vais peut-être aller là où se passent les choses. Ici, là j'ai du mica argenté. C'est toute la zone ici. Alors le plus courant c'est ce genre de truc, c'est des petits. Tout petit mica argenté, de faible valeur, mais c'est plutôt stable. Après, ça peut avoir certains phénomènes de vieillissement, mais ça, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Après, on peut avoir les versions grande taille. Alors ça, c'est beaucoup plus rare, hein. C'est un 0,1 micro, hein, et c'est plutôt difficile à trouver, ça coûte une fortune. Ça fait 0,1 micro 1%, mais c'est énorme. Si on peut prendre un 0,1 micro, je crois que ça, c'est 0,1 micro. Si on prend, voilà, ça, c'est un 0,1 micro, ça aussi. Ça c'est 250 volts, ça c'est 100 volts je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, on peut voir la différence entre les deux. Sauf que quand même celui-là il peut accepter des courants impulsionnels beaucoup plus élevés. Alors ça c'est les trucs à l'ancienne.
c'est de la cire qui est autour. Mais c'est du mica argenté avec de la cire. Alors ça, c'est gros. Hein. Ça doit faire combien? En fait, ça fait 79 000. En fait, sous-entendu, picofarad. Et c'est écrit dessus. Il n'y a pas de tension d'ailleurs. Là, bon, après, c'est difficile de savoir, il faut aller rechercher dessus. C'est en fait 79 nanofarad, 1%. Donc, alors ça, oui, c'est vraiment les trucs à l'ancienne. Alors, il y en a qui ne jurent que par ça, mais bon, c'est pas non plus, il n'y a pas de quoi se rouler par terre non plus, parce que c'est pas très rigide. Alors ça, c'est du mica argent qu'on retrouve chez les soviétiques. Il y en a plein de modèles qu'on peut trouver actuellement. Alors eux, ils sont ultra solides, ultra fiables, c'est des trucs militaires. Hein. Ça peut être intéressant, sauf que pareil, ils sont gros, quoi. C'est très gros. Ça, c'est quoi? C'est du 9 nano 1, 9100, donc c'est du picofarad. 9 nano 1, 0,1% et 350 volts. C'est quand même des super trucs, enfin des oscillateurs, hein. C'est quand même très précis. Donc voilà, alors ça c'est un autre type, c'est un mica-argent. Alors pour ceux qui se souviennent, c'est un Sochin de la grande époque audiophile. Ça c'est un 2,2 microfarad, mais je commence à douter que c'est vraiment un mica-argent en fait. Je pense que c'est pas ce soit un mica-argent, même s'il faisait ça. C'est trop petit, pour moi c'est trop petit par rapport à la valeur. Alors ça c'est les condensateurs qu'on trouve de temps en temps, ce sont des trucs à 4 fils. En fait, ils sont reliés entre eux, hein, par paire, comme ça, hein, mais on rentre d'un côté, on ressort de l'autre. Ça a certains avantages au niveau impulsionnel. Ces condensateurs, évidemment, ne sont pas parfaits. Ils ont des bobinages, oui, on va dire un bobinage. Et en fait, cette manière de câbler les choses ont un avantage au niveau des parasites et au niveau leurs caractéristiques en impulsionnel et au niveau des self, enfin des self, oui, la self-inductance parasite que ces condensateurs pourraient avoir. Il en existe pour les courants de puissance des trucs à 4 broches comme ça, parce que ce sont vraiment des condensateurs utilisés soit dans les découplages de puissance, mais même si ça a été vendu pour de l'audio, à mon avis, c'était pas le but à l'origine. Mais bon, ça peut arriver, mais ils sont ensemble. Donc ça, c'est vraiment les mica argent. Bon, ben, ça, c'est souvent cette forme-là. On a aussi cette forme à l'américaine. Ce sont des carrés comme ça, très durs. Alors là, étonnamment, bon, la valeur écrite en dur. Alors ça, c'est typiquement le genre d'écriture qu'on trouve. Là, c'est écrit 822. Alors 822, ça veut dire 82 et 2 zéros. Ok, donc ça fait 8200, c'est-à-dire 8,2 nanofarad, 8200 picofarad. Après, il y a un code qui indique la tension quelque part. Alors ça, c'est Sangamo, on en trouve souvent. D'autres, en fait, on voit encore dessus les empreintes, mais dans ce cas, ça n'a pas été utilisé. On trouve aussi cette version-là avec des couleurs dans les trous là qu'on voit, et des couleurs qui sont mises et qui en fait sont les codes couleurs de ce style de condensateur. Alors là, après, faut trouver l'explication dans les vieux documents parce que ça dépend du constructeur. Mais là, il est écrit en clair. Alors après, bon, dans les films, il y en a toutes sortes. Hein. Ça, c'est des trucs industriels d'antiparasitage, c'est des découplages pour les alimentations. Ça, c'est typique des trucs, justement, qui sont utilisés pour tout ce qui est tension alternative secteur. Donc on voit que c'est un 400 volts continu, 220 volts alternatif. C'est indiqué dessus. C'est vraiment... et on voit la taille que ça a, quoi. C'est quand même des gros trucs bien moulés. Pas juste trempé, pas juste ça c'est moulé dans le plastique, ça aussi d'ailleurs, hein, ça aussi ce sont des trucs faits pour le secteur. Là celui-là c'est 910 nano, donc 0,91 micro, 400 volts, 200 volts efficace, c'est écrit dessus. 200 volts efficace. Là il y a toujours la double notation entre alternatif et continu. C'est beaucoup plus robuste que ça où c'est un condensateur qui a juste été trempé dans un isolant. Ça, c'est quand même quelque chose qui évite les explosions en cas de surcharge, surtension, un truc comme ça. Beaucoup plus robuste. Alors ça me fait marrer parce que c'est des trucs vendus de manière audiophile à l'époque. C'est des condensateurs. Alors ça, c'est du polycarbonate, quelque chose comme ça. C'est fait par Rubicon, qui est maintenant plutôt connu pour les condensateurs chimiques. Mais à l'époque, il faisait des trucs exotiques comme ça avec des sorties en fil, qu'on appelle fil de Litz ou fil divisé. Alors c'était plus des trucs pour de la haute fréquence, hein, mais
Alors c'était très prisé en audio, mais bien que ce soit un enfer à souder, parce qu'il y a un vernis sur les fils, enfin c'est... Voilà, c'est... Bon. Ça, je le garde parce que c'est vraiment un témoignage d'une autre époque. Alors sinon après on tombe, si je vais plus loin là-bas, on tombe sur des films de plus grosse dimension. Alors ça c'est genre 10 micros 100 volts de chez Muma. Très bon condensateur, hein, comme complément dans les alimentations, hein, mais c'est assez gros quand même. Après on peut tomber dans des trucs encore plus gros. Alors, ça c'est quoi ça? Là c'est de la haute tension, c'est 2 micros 2000 volts. On s'écrit en clair, bon, ça c'est assez massif quand même. Après, il y a des séries, alors c'est plus pour des haut-parleurs, ce sont des valeurs qui peuvent, là j'ai 22 micros, mais ça peut monter jusqu'à 100 micros, hein, ou même plus. Ce sont, pareil, c'est soit du mylar ou du polypropylène, ça dépend des séries. Et ce sont des valeurs plutôt grandes pour du film, mais ça permet de faire des filtres pour haut-parleurs avec des possibilités de courant plus élevées que des condensateurs chimiques. Et là, on a des valeurs qui se rapprochent des valeurs des condensateurs chimiques, même si là, ça devient très gros, quoi. Alors, bon, j'avais déjà montré ça dans un autre épisode. Ça, c'est pour faire fantasmer les anciens de l'époque. Ça, c'est des Tetsu. Là, c'est des U-Lambda. C'est une autre série qui était très prisée à l'époque. À l'époque, il y avait les I-Lambda, qui étaient des condensateurs de liaison audio ultra chers. Alors ça, c'est une autre variété. Alors ça n'existe plus depuis longtemps, hein. Même si Tetsu existe encore, mais ils font plus du tout ce genre de truc. Alors dans notre genre, ben voilà, ça ce sont les condensateurs Teflon qu'on trouve, qui inondent le marché, qui viennent de l'Union soviétique. Alors ce sont des condensateurs bâtis comme des tanks, hein. Entièrement en métal, perles de verre, sortie rigide. Alors ça fait 56 nanos, 500 volts. On voit un peu la taille du truc, quoi. 56 nanos, 500 volts. Ça c'est 100 nanos, 250 volts. Ça c'est énorme. En plus, ça fait très lourd. Alors ça, c'est un truc à armature. Ça, c'est vraiment des condensateurs ultra fiables. C'est les séries K72P. C'est un pi ici. 0,1 micro, 200 volts. On voit un peu le monstre que c'est, quoi. Et là, on peut trouver ça pour pas cher sur eBay ou ailleurs. C'est vraiment le condensateur ultime. Mais bon, comme il n'est pas assez cher pour le mode audiophile, il est moins bien quand même. Ok, alors dans un autre genre, ça c'est un condensateur film aussi. Alors ça c'est, alors là on est à 100 micros, hein, 105 micros 2 kV. Pareil, c'est du film, c'est du mylar métallisé. Alors ça c'est ce qui est utilisé dans tout ce qui est pas pacemaker, dans tout ce qui est défibrillateur. C'est les batteries qui permettent de faire des décharges dans les appareils de réanimation et trucs comme ça. Donc on a des banques de condensateurs de ce genre qui sont chargés à haute tension. Donc on voit que ça tape dur quand même, hein. Pour animer quelqu'un, on est prêt à le tuer, quoi. Et voilà le genre de trucs qui sont dedans. C'est un peu intéressant de trouver des stocks comme ça pour faire des amplis à tubes, ce qui permet d'avoir du condensateur qui n'est pas du condensateur chimique dans l'alimentation pour amplis à tubes, qui nécessite moins de valeur en microfarad que des amplis à transistors, à cause des courants plus faibles en fait. Après, il y a aussi ce genre de truc. Alors ça, c'est un peu ancien, c'est du papier huilé, très prisé dans les trucs industriels de l'époque. 4 micros 630 volts, c'est souvent des trucs haute tension, avec des perles isolantes. Alors il y en a qui sont beaucoup plus haute tension que ça. Alors ça peut être très très gros, hein, et bon, voilà, ça c'est très utilisé dans les amplis à tubes, mais c'est plus du tout utilisé ailleurs. Vaut mieux maintenant utiliser des trucs fines, que ça, on ne sait pas trop quelle température ça supporte, mais par contre, bon, ça se fixe directement, bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ben justement, ça, je vais repasser ici, plus bas, là. Alors, ici, j'ai des polystyrènes. Alors, ce que je disais tout à l'heure, les polystyrènes qui ont tendance à s'effriter, sécher, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les polystyrols. C'est des polystyrènes, hein. Alors, c'est précis, c'est pas mal, mais dans le temps, ça a tendance à s'effriter et à tomber en poussière, c'est pas terrible. Par contre, il y a l'équivalent emballé, enfin empaqueté, qui est souvent précis, souvent sous un 25 micros. Alors ça c'est du 27 400 picots, 27 nano 4 de précision. Alors ça c'est gros, mais ça peut être utile dans les montages à condensateurs de précision. Alors dans le genre condensateur de précision, voici les condensateurs étalons.
Alors ça, c'est un condensateur de 0,1 micro, enfin 0,9 micro plutôt, en plus ou moins 0,1%. Et en fait, ce sont deux condensateurs de 0,45 ou 0,40 ED, de telle sorte que les deux en parallèle fassent 0,9 micro, 0,1%. Hein, ce sont des papiers métallisés sous perles de verre et tout. Ce sont des condensateurs étalons. Bon, à l'ancienne. Hein. Alors d'un autre genre, ça, on va passer plus à ce qui est chimique et on va finir par ça d'ailleurs. Là, j'ai un lot de Tantal, de condensateurs Tantal. Je n'ai pas de Nobium ou de condensateur analogue, mais qui sont rarement utilisés, quoi. Alors ça, c'est, alors les Tantal le plus connus, ce sont les Tantal gouttes, hein, comme ça. Alors le problème, c'est que ça a tendance à faire des courts-circuits dans le temps, quoi. Ça a tendance, en fait, ce qui se passe, c'est que le diélectrique le diélectrique et l'oxyde de Tantal a tendance à se cristalliser et à percer en fait, le diélectrique et aller de l'autre côté. C'est les cycles d'allumage et d'extinction sur ces condensateurs-là qui ont tendance à créer des cristaux conducteurs qui vont transpercer le diélectrique et faire un court-circuit. C'est ça qui se passe dans ces trucs-là. Alors ça, plus rare, ce sont des Tantal, mais sous forme de boîtier. Et alors là, ils sont mis par code couleur. Alors je sais même pas si on pourra le voir à la caméra, parce que j'en ai un autre plus gros ici. Alors là, pour lire ces condensateurs-là, il faut se lever tôt, quoi. Alors, ça c'est le pire exemple. Alors je sais même pas si je vais pouvoir le mettre devant, parce que... Je vais essayer de zoomer dessus. Parce que là, mais je sais même pas si à la caméra, on peut le voir, parce que c'est à la limite de la visibilité à l'œil nu. Je vais essayer de faire ça comme ça. Parce que c'est vraiment quelque chose... Alors je sais même pas si je vais pouvoir ajuster là-dessus, même pas. J'ai pas la caméra pour le faire. Faudrait que j'aille rechercher le Mantis, mais peut-être qu'on le verra quand même comme ça. On voit sur les côtés, on voit deux points sur les bords. Il y a un point vert et un point marron. De chaque côté, il y en a un. Je crois qu'il y en a un au-dessus, au bout. J'espère qu'on le voit. Autrement, et il y en a même deux ici sur le bord. Donc il y a des points de couleur un peu ici ou là, sur le côté, devant, derrière, et voilà. Et voilà, démerdez-vous pour lire la valeur. Alors là, le seul truc que j'ai trouvé pour faire ça, c'est utiliser un capacimètre, parce que je suis incapable de lire ces trucs-là. Et c'est vraiment, là je trouve que c'est n'importe quoi, surtout que là, il y avait vraiment moyen d'écrire la valeur dessus. Et j'en ai toute une série comme ça. Là, ici, on voit un point rouge dessus. Enfin non, on voit le côté rouge là. Mais ici, c'est pareil, c'est un point de chaque côté, puis il doit y avoir un point je sais pas où. C'est vraiment ridicule, quoi. Alors, il y a ici des Tantal CTS13. Alors, c'est pareil, c'est des Tantal, mais ça, ce sont des Tantal à diélectrique solide, en fait. Et ça, c'est des diélectriques liquides. C'est pas tout à fait la même technologie. Ils sont beaucoup plus, on va dire, pas fiables, parce qu'ils ont aussi des problèmes de court-circuit, mais ils sont beaucoup plus robustes au niveau température et régime impulsionnel. Alors, ils sont totalement étanches. Avec perles de verre et tout, ça vaut une fortune, ça valait une fortune. Alors ça, c'est un gros, hein, celui-là c'est un 560 micros, je crois, quelque chose comme ça, sous 16 volts, sous 10 volts, 16 volts. Voilà, c'est vraiment un truc assez gros, c'est plutôt rare, mais c'est plutôt fiable, même si dans le temps ils ont tendance à faire des courts-circuits. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus rare. En fait, c'est pareil, c'est des Tantal, sauf qu'il y en a deux en fait, et il est non polarisé. On voit qu'il y en a deux en série dedans, ils sont non polarisés. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus grand, quoi. Là, c'est un 47 micro 10 volts. Faut bien voir que pour... Ça, c'est un 47 micro, là. Faut bien voir que pour par rapport à la valeur, il est immense, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, il y a deux condensateurs l'un derrière l'autre. Ça aussi, c'en est un autre, d'après mes souvenirs. Voilà, ça, c'est un 33 micro. C'est pareil, lui, il est non polarisé. Mais il y en a deux dedans, en fait. Et donc, on va finir avec des chimiques. Alors là, les chimiques, c'est pareil, c'est la jungle, il y en a partout. J'ai reculé un peu. Alors, il y en a dans toutes les tailles. Là, j'en ai quelques-uns qu'on peut rencontrer. Alors, bien sûr, on retrouve les gros chimiques, ça a 44 000 micros. Ça, c'est un 47 000 micros. Alors, ça, c'est deux générations. Ça, c'est assez ancien. Je crois que c'est 86. Donc, voilà, dans les années 80, voilà, 47 000 micros, 25 volts. Voilà, c'était cette taille-là, ça, c'est assez gros. Ça, c'est beaucoup plus récent, ça, c'est date de 99, et ça, c'est 44 000 micros, 75 volts. Il est quasiment de la même valeur, et il supporte 3 fois plus de tension. Il est beaucoup plus maigre,
il est beaucoup plus, enfin, il est plus compact. Et là, il y a une génération d'écart. Actuellement, on fait ça en moitié de taille. Beaucoup plus petit encore. Donc vraiment dans le temps, les condensateurs ont diminué en taille. Et donc quand on répare des anciens appareils, on est souvent emmerdé parce qu'on peut avoir à mettre sur le châssis des trucs comme ça, et on ne trouve plus de condensateur à la bonne taille. Donc en général, on s'en sort parce qu'on met une valeur plus élevée, avec la même taille, ou plus court, qui arrive. Mais le problème, c'est que des condensateurs de cette taille-là, maintenant, ont des valeurs vraiment beaucoup plus élevées. Une autre technique serait de, si on met du 47 000 micros, ici, ça serait prendre du 47 000 micros 100 volts, qui aurait peut-être une taille de ce genre, avec une tension beaucoup plus élevée, parce que, ben voilà. Alors, à l'époque, il existait une notation, alors elle existe peut-être toujours, mais elle a quand même plutôt disparu, c'était le CO quelque chose. Alors, il y a le CO38, CO39, qui est une amélioration du CO38. Il y avait les séries TFRS, FRS, des trucs comme ça, qui indiquent en fait soit des températures ou des résistances internes, donc des courants impulsionnels plus élevés, des qualités plus ou moins élevées en fonctionnement. Maintenant, c'est plus trop le cas. Maintenant, voilà, c'est surtout les températures. Alors là, il y a température à 85 degrés. Alors ça, c'est que des 85 degrés. Mais on peut trouver maintenant plus souvent du 105. Alors là, on trouve une variété de condensateurs de la boîte qui s'appelait CEF. Je crois que c'était le condensateur électrique français, quelque chose comme ça. Bon, ils avaient ce facteur de forme qui était ce qui s'appelait les tailles basses. C'est assez pratique, même si c'est gros pour la valeur, 47 025 volts. Il faut bien voir que c'est la même chose que ça. Hein, ça c'est 47 025 volts, ça c'est 47 025 volts. Voilà. Sauf que c'est plus récent. Ça date de 2002. Donc ouais, on voit un peu la différence de taille entre les deux. Même si celui-là va supporter moins de courant. Donc ça, c'est vraiment un truc à mettre sur circuit imprimé. Voilà, c'est un facteur de forme. Alors c'est plutôt rare de trouver ce genre de taille, surtout maintenant. Surtout si on veut faire du taille basse dans des appareils, ben, on trouve difficilement. Alors c'est pour ça qu'on met plein de petits condensateurs en parallèle, parce qu'on n'arrive plus à trouver des gros. Donc ça, c'est vraiment pareil, ça n'existe plus. Hein, mais c'était rigolo comme type de condensateur. Alors ça, c'est le grand classique. Ça se fait moins maintenant, mais à l'époque, tout était comme ça. Hein. C'était les condensateurs de ce genre. Alors, c'est Samoa. Samoa, c'est des marques qui existent depuis très longtemps, en fait, finalement. Alors ça, Samoa, c'est vraiment les marques pas terribles, quoi. Si on veut vraiment mettre du condensateur, il faut prendre des marques connues. Comme par exemple, ici, ce qui est plus courant maintenant, ce sont les condensateurs radiales, donc avec les fils des deux côtés, du même côté. Ça, c'est du Philips. Ça, c'est bon, ce sont des condensateurs de bien meilleure qualité. C'est du Philips, c'est du 105 degrés. Ça fait 1000 micros, 50 volts. Voilà. Ça, c'est très courant à utiliser. Ça, c'est très vieux. Mais c'est pareil, c'est ce que Philips faisait à l'époque. Alors ça, c'est un 1000 micros 6 volts 3. Alors pour comparer, ça, c'est un 1000 micros 6 volts 3. Et ça, c'est un 1000 micros 10 volts. Voilà. Et donc, celui-là, on voit la différence de taille. Alors celui-là, il a une tension supérieure, quasiment du double. Il est beaucoup plus petit. Et ça, c'est vraiment l'évolution dans le temps des condensateurs au niveau de leur taille. Et ça, c'est un problème. Dans les anciens appareils, souvent, on ne peut pas mettre de petits condensateurs parce que c'est trop grand. L'emplacement est fait pour un condensateur très gros. Alors, heureusement, on peut toujours tricher en mettant une valeur plus grosse ou des tensions plus grosses, mais des fois, on est emmerdé. Surtout quand on a du radial de l'époque qui était plus gros, c'est difficile de trouver du radial du même écartement. Alors ça, c'est pareil, c'est encore un type de condensateur chimique, mais non polarisé. 10 micros 40 volts, bon, ça c'est utilisé, je sais plus où. Ça c'est typique, alors ça c'est beaucoup plus petit, alors je sais pas si je pourrais être ça en net, mais voilà un chimique CMS, montage en surface. Alors ça c'est, voilà, avec la borne ici indiquée, qui est en fait le moins. Bien voir que ça, ici, c'est indiqué, c'est le moins qui est indiqué. Là, ici, il y a une gorge, c'est le plus. Ça, en général, quand il y a une gorge ici pour les axiaux de ce genre, c'est les câbles des deux côtés, c'est le plus, c'est la gorge. Par contre, dans le radial, en général, le moins, il est indiqué par un moins d'ailleurs, hein, faut bien voir. C'est indiqué par un moins, c'est à l'envers. Voilà, donc il faut vraiment se méfier, c'est pas toujours très clair. Alors après, il y a eu ça, ça ressemble à des tantales, mais en fait c'est une variante de condensateur chimique, quasiment aussi gros que du tantal, mais c'est pas du tantal, c'est tout plat. Je me souviens plus du nom que ça avait à l'époque, mais ouais, ça a tendance à
à vieillir mal, c'est pas très fiable. Alors après, il y a les snap-in, donc c'est ceux qui ont des broches rigides comme ça, qui viennent se mettre, parce qu'elles ont une forme telle qu'en fait, bon là c'est soudé, ça se voit plus trop, mais ce sont des formes un peu tordues, et en fait elles tiennent par ressort dans le circuit imprimé. Hein, c'est voilà, ce qu'on appelle le snap-in, ce sont ce style de brochage. Donc pareil, le moins sur le côté. Alors ça c'est un des rares qui soit, alors c'est pareil, c'est Samoa qui fait ça je crois. C'est peut-être la seule marque qui fait des trucs compacts de ce genre. 15 000 micros, 16 volts, j'ai pas trouvé plus compact. Dans cette marque-là, c'est le seul truc qui est intéressant chez eux. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'équivalent. Ça, c'est du Sixavco, un peu, le SnapSig. Alors ça, c'est vraiment typique de chez eux. Donc 4763 volts, alors 85 degrés, encore une fois, le moins ici. Quelquefois, c'est écrit sur le dessus des broches. Si c'est pas écrit là, faut regarder les broches. Des fois, il y a un plus qui est indiqué sur la broche, sur le côté plat de la broche. Ces condensateurs là, c'est pas indiqué. En fait, c'est indiqué dessus. Il y a un plus ici qui est écrit dessus. Ici, pareil, il y a un plus, même des fois un moins. C'est selon le luxe qu'on a. Là, il y a un plus indiqué là. C'est pareil. Ici, voilà, typiquement, là, le plus et le moins. Alors, c'est indiqué nulle part. En fait, le plus et le moins est indiqué sur les broches. Là, il n'y a rien. Là, il y a un moins. Alors, je ne sais pas si on le voit. Il y a un moins. Et là, il y a un plus. Donc, il faut fouiller. Il faut regarder où ça se passe. Alors là, il y en a 3. C'est pour que ce soit mieux fixé. Hein, c'est pour des questions de rigidité. Mais il n'y a que 2 broches qui servent. Voilà, donc, voilà, c'est un échantillonnage. J'en aurai d'autres. Mais c'est à peu près ce qu'on rencontre le plus souvent. Les condensateurs, voilà, c'est chimique pour les alimentations, les films de précision pour les oscillateurs, des découplages de toutes sortes, des trucs plus précis comme les... Alors ça c'est de l'eurofarad, je crois, oui, EFD. Ça c'est un eurofarad de précision à 25%, mais c'est gros par rapport à la valeur. Ça fait 30 nanofarads. Voilà, bon, il y en a plein. Pareil, ça c'est un petit polypropylène de précision, là, pratique pour les filtres actifs. On ne trouve ça de temps en temps. Voilà, il y a énormément de choses. Tout ça, c'est à peu près le quart de ce qu'on pourrait rencontrer si on remonte un peu dans le temps. Je n'ai vraiment pas montré les anciens composants qu'on trouve dans des vieux appareils. Parce que ça a plus grand intérêt finalement. Mais je vais finir quand même par les céramiques. Alors j'en ai pas beaucoup. J'ai viré tous mes céramiques de l'époque. Tous les céramiques à la con, des petits marrons tout plat, parce que ça se fait plus trop. Alors ça c'est vraiment des céramiques pour montage en surface. Alors c'est tout petit, hein, sauf que ça fait, je crois, c'est 10 micros, 16 volts. C'est même plus petit qu'un des tantales. Des tantales gouttes. 10 micros, 16 volts, c'est à peu près de cette taille-là en tantale. En gros, ça c'est encore plus petit. C'est plus fiable. C'est plus fiable. Ça bougera pas. Et ça c'est vraiment ce qu'on utilise maintenant de manière. Alors il existe des versions à fil, comme par exemple ça. C'est pareil, c'est des trucs de découplage. Ça c'est du 0,1 micro. Mais c'est pareil, c'est des trucs pas stables qui sont vraiment faits pour découpler les alimentations au niveau des circuits intégrés, ampli op, trucs digitaux. Alors c'est tout petit, hein, mais bon. Il existe aussi sous la forme radiale. Voilà, ça c'est une autre version. Bon, c'est difficile à mettre au point dessus parce que c'est tout petit. J'ai pas vraiment de macro, c'est ça, mais c'est tout petit. Ça, je suis même pas sûr si c'est un céramique ou si c'est un millard. Des fois, on est dans des trucs intermédiaires, on sait pas trop ce que c'est. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Après, dans le doute, je pense que ce serait plutôt un millard. Enfin bon, voilà. Pour juste montrer à quel point ça peut être vaste. Et pourtant, c'est un composant absolument critique. C'est un composant utilisé de manière universelle dans tous les sens. Mais le nombre d'utilisations d'égal que les technologies qui sont rattachées, quoi. Donc il y a vraiment des trucs vraiment originaux comme ça. Le mica argent de cette taille, c'est pas très courant. Ça vaut la peau du cul. Ou alors ça. Faire des oscillateurs de très haute précision, ça c'est pas mal. Hein, des téflons comme ça, c'est pas mal du tout. C'est très bon condensateur. Hein. Voilà, bon, alors ça c'était, je sais même pas pour combien de temps à la fin, mais je pense que ça va être un épisode encore colossal. Bon, à regarder un petit bout, hein, globalement les gens préfèrent un gros épisode plutôt qu'un petit saucissonné. Bon, voilà, en voilà un gros. Prochaine fois, ce sera les selfs. Ce sera plus court parce que les selfs c'est beaucoup moins riche. Il y a vraiment pas grand chose à en dire, enfin pas grand chose. Il y a quand même beaucoup moins de variétés que ça sur les selfs, à 2-3 sortes.
leur utilisation est relativement restreinte, entre guillemets, hein, très entre guillemets. Hein. Mais bon, on les rencontre quand même souvent maintenant parce que les alimentations à découpage sont plutôt universelles et c'est fortement utilisé à cet endroit-là. Bon, alors voilà de quoi digérer pour la prochaine fois. Et puis, ben voilà, j'espère que ça va peut-être un petit peu éclaircir certaines choses. Mais il y aurait tellement à en dire que bon, là j'ai simplifié quand même pas mal. Mais bon, ça donne quand même une idée de la variété de tout ce qui traîne.